Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Juste avant de vous présenter l'invité, je veux vous dire, retenez-vous pas de partager l'épisode avec vos amis et votre famille pour qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. Aussi, sur Spotify, laissez un 5 étoiles et allez suivre la chaîne YouTube. Ça l'aide le podcast à grandir. Notre invité cette semaine est nutritionniste pédiatrique, co-autrice des livres Fini le stress à table et Les petits mangeurs intuitifs. Elle accompagne les parents dans leur questionnement par rapport à la nutrition de leurs enfants. Dans cet épisode, on va parler précisément de la nutrition des enfants 0 à 12 ans. Veuillez accueillir Mélissa Larivière. Mélissa Larivière, bienvenue au podcast Santé Sport. Merci. Bonjour, Félix. Bonjour. C'est un épisode que j'avais vraiment hâte de faire. C'est un épisode, les auditeurs qui m'écoutent souvent savent que la santé et le sport chez les jeunes, c'est vraiment important, le développement de l'athlète. Mais moi, je ne suis pas un parent et je ne savais pas qu'une nutritionniste en pédiatrie, ça existait. Donc, je suis tout énervé. Aujourd'hui, ça ne sera pas de la nutrition sportive, ça va être de la nutrition 0-12 ans. Donc, avec les petits gamins. Comme première question, je voulais te demander, toi, tu es parent de 2 enfants. Oui. Comment devenir mère a amélioré ta pratique de nutritionniste pédiatrique? En fait, quand je suis devenue mère, je n'étais pas encore nutritionniste en pédiatrie, j'étais juste nutritionniste. Je me suis spécialisée en pédiatrie un petit peu plus tard, justement parce qu'en devenant mère, on connaît tout un peu les grandes lignes, bien manger, puis je veux dire, ce qui s'applique à l'adulte s'applique dans le guide alimentaire et tout ça, s'applique aussi chez l'enfant, mais comment on l'applique, comment on s'assure aussi d'instaurer une relation saine avec les aliments dès le départ. Moi, c'est une approche que je prends depuis le début, même quand je travaillais avec l'adulte. Mais là, on a des défis comme parents parce qu'on a des enfants. Moi, c'est des jumelles. J'avais 2 profils de mangeurs complètement différents. Ils se complétaient super bien, là. Une avec un bon appétit, qui mange un peu de tout. L'autre qui a un plus petit appétit, puis qui va peut-être être un petit peu plus sélective sur certaines choses. Donc, ça nous fait mettre la théorie en pratique. Et surtout, ça m'a amené, dans le fond, à me spécialiser en nutrition pédiatrique parce que les enfants ne sont pas des mini-adultes. Donc, ce qu'on applique chez l'adulte, c'est pas du tout la même chose de comment on va l'appliquer justement chez un enfant parce qu'on est en train d'installer des bases, mais parce qu'il faut s'adapter au développement de l'enfant, il faut s'adapter au développement du cerveau de notre enfant, qui explique beaucoup des comportements là qui sont dits plus difficiles par les parents. Fait que c'est ce qui fait que dans les... tu sais, moi, ça fait comme 18 ans que je pratique. Les 10 premières années, c'était uniquement l'adulte plus général. J'avais pas de spécialité non plus chez l'adulte. Là, je voyais un petit peu de tout. Là, beaucoup, ça le cachera pas, là, la perte de poids, cholestérol, diabète et tout ça. Puis à un moment donné, là, j'ai décidé d'aller me spécialiser parce qu'au bac en nutrition, on n'est pas formé. On a un cours de 3 heures. Là, puis je suis même pas sûre encore que c'est 3 heures sur la pédiatrie. Mais la pédiatrie, c'est un champ complet de la nutrition, de l'alimentation. Puis même en pédiatrie, on a des spécialités. Moi, je ne fais pas toutes les spécialités en pédiatrie. Donc, c'est un petit peu comme on a des médecins de famille, on a des médecins spécialistes, on a des pédiatres, mais on a des pédiatres qui vont être spécialisés en endocrinologie. Donc, c'est la même chose, mais nous, c'est vraiment l'aspect alimentation, l'aspect nutrition. Puis le fait de devenir maman, ça a été le déclic qui m'a amené dans le fond, à me spécialiser là, en pédiatrie. Puis là, c'est ce que je fais exclusivement depuis les 5 dernières années, mais dans ma pratique, là, depuis à peu près un 8 ans, là, que je pratique avec cette clientèle-là du 0-17. 0-17. Puis justement, c'est quoi la nutrition pédiatrique?
C'est vraiment, c'est l'alimentation, la nutrition, mais vraiment adaptée aux besoins spécifiques des jeunes enfants qui ne sont pas les mêmes que, comme je disais, que les besoins d'un adulte. D'un point de vue, comme je disais, comportemental aussi, il y a tout cet aspect-là qui est là aussi de comment on accompagne les familles dans le développement de saines habitudes alimentaires. Donc, comme je disais, si je refais mon parallèle avec le médecin de famille, ben quand on sort du bac en nutrition, ben on peut aller se diriger. On a plein de champs. Même à l'hôpital, si on s'en va travailler à l'hôpital, il y a plein de domaines. On peut s'en aller en néphrologie, on peut s'en aller en cardiologie. Ben on peut s'en aller justement en nutrition, pratiquer auprès de cette clientèle-là, avec les défis de cette clientèle-là, les particularités aussi médicales de cette clientèle-là. Moi, je suis pas tant dans l'aspect plus médical. J'ai jamais pratiqué dans les hôpitaux. Là, je suis vraiment plus dans la nutrition pédiatrique, je dis, ben, générale, oui, là, mais dans le sens que, tu sais, s'il y a des particularités plus spécifiques, comme je disais, là, de problèmes métaboliques, ben là, on va référer toujours, là. Puis souvent, quand c'est des plus gros problèmes, ils vont être vus, là, par le système de santé. Il y a des nutritionnistes dans les différents centres, dans les centres hospitaliers, mais aussi dans les CLSC, qui vont voir, là, cette clientèle-là selon les besoins. OK. Tu mentionnais qu'il y a différents défis avec la nutrition pédiatrique. Le premier que je vois, c'est que les enfants ne sont pas des êtres 100%, ne sont pas l'équivalent d'un adulte rationnel. Donc, quand ils ont besoin d'expliquer quelque chose, des fois, ils n'utilisent pas vraiment les bons mots. Donc, l'intervention des parents doit être quand même est omniprésente, surtout dès qu'ils sont jeunes. C'est quoi le rôle des parents au niveau de la nutrition des enfants? Ben, en fait, le parent va jouer un gros rôle de modèle. Puis le rôle du parent, c'est pas... moi, j'aime toujours dire ça dans mes consultations, mais votre rôle, c'est pas que votre enfant mange à tout prix. Votre rôle de parent, c'est que votre enfant apprenne à se nourrir. Avec ses défis, en apprenant à reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Mais tu l'as super bien dit, là, chez le jeune enfant, particulièrement en bas de 6-7 ans, d'un point de vue développemental, autant au niveau de la reconnaissance des signaux corporels, au niveau de du développement cognitif, il y a plein de choses qui est encore extrêmement abstrait. Son petit cerveau n'a pas fini de se développer. Il y a plusieurs comportements qualifiés difficiles par les parents qui sont des phases normales et attendues dans le développement de l'enfant. Puis nous, c'est pour ça que notre approche est basée là-dessus, là, d'un point de vue, quand j'accompagne les parents, c'est d'expliquer ça. Voici ce qui peut se cacher derrière le comportement, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se cacher derrière le comportement d'un enfant, mais quand on explique, quand on vient normaliser certaines choses, ça va pas les banaliser. Ça veut pas dire que pour le parent, ça va pas être plus difficile de voir son enfant bouder des légumes ou laisser la viande de côté tout le temps. Ça vient nous chercher à l'intérieur de nous, mais de comprendre que, OK, je comprends le pourquoi derrière, en fait, le potentiel pourquoi, et voici ce que je peux faire. On essaie aussi de redonner un certain contrôle. Voici ce sur quoi vous avez du contrôle. Voici ce qui appartient à votre enfant. Et ça, c'est le principe du partage des responsabilités en alimentation, qui est notre base, qu'on va toujours venir nuancer, là, parce que des fois, ça peut avoir l'air d'un cadre un petit peu rigide, mais dans le fond, le partage des responsabilités de façon très simple, c'est le parent est responsable du quand, donc quand les repas et les collations vont être offertes. Le parent est responsable du quoi, quels aliments sont offerts, c'est le parent qui planifie les repas, qui planifie les collations, puis qui va offrir des choix à l'enfant. C'est le parent qui détermine où est-ce qu'on mange, c'est le parent qui détermine l'ambiance, le comment, là, entourant l'heure des repas. Mais ensuite, l'enfant est toujours responsable de s'il mange, qu'est-ce qu'il mange parmi ce que vous avez, ce que vous lui offrez, dans quel ordre il va manger aussi les aliments que vous lui avez offerts et combien il mange, ça aussi, ça lui appartient. Et malgré le fait que, j'ai dit tantôt, il y a encore une immaturité au niveau de la reconnaissance. Tu sais, l'enfant vraiment être capable de me dire, là, ça gargouille dans mon bedon, ça veut dire que c'est parce que j'ai faim, donc il faut que j'aille voir mon parent ou il faut que j'aille me chercher une collation.
ça prend un cerveau mature. C'est à partir de l'adolescence, jeune adulte, qu'on s'attend à ce qu'il y ait une certaine indépendance, autonomie. Ça veut pas dire qu'avant ça, l'enfant peut pas venir me le dire, mais je peux pas juste attendre qu'un enfant vienne me demander ou de le laisser gérer toujours le quand il va manger, parce qu'on en a qui mangeront pas suffisamment, puis on en a d'autres à l'inverse qui vont juste être toujours en train de manger parce qu'ils ont besoin du parent, du cerveau du parent pour venir établir un cadre autour de l'alimentation. Puis ça, c'est l'aspect qui est hyper important. Il y a un cadre, puis le cadre, c'est le partage des responsabilités qui est extrêmement flexible, qu'on va venir ajuster, qu'on explique justement aux parents, mais c'est comme ça qu'on peut accompagner nos enfants dans le développement de saines habitudes alimentaires, mais aussi dans la reconnaissance de leurs signaux corporels, puis leur permettre d'aspirer à devenir des mangeurs intuitifs, c'est-à-dire les experts de leur alimentation quand ils vont être plus vieux, là. Ça me fait penser, j'aime ce que tu viens de dire. Moi, de la manière que je le perçois, c'est, là, j'ai une nièce de 3 ans, là, 3 ans et quelques mois. Elle vient pas me dire « j'ai faim ». Elle va me dire « ah, je veux des poissons ». Des petits goldfish. Ouais. « Ah, je veux des poissons ». Elle dit pas « j'ai faim ». Elle va dire « je veux ça ». Ouais. OK. Ouais. Ce que tu viens de dire, c'est elle ne dira pas j'ai faim. Elle voit comme le output de hey, j'ai le goût d'avoir un petit poisson en ce moment-là. Exactement. Puis pour être capable, avec le temps, de distinguer de c'est-tu juste j'ai envie de manger ça, puis ce serait pas mauvais en soi, parce que l'envie, quand je commence à penser aux aliments, c'est aussi une façon que mon corps, il m'envoie pour me dire « Hey, là, va peut-être falloir qu'on commence à planifier un repas. » Donc, quand l'enfant vient dire ça aux parents, « Moi, je veux mes goldfish », ben là, il faut voir justement, je suis pas obligée de répondre à la demande à l'immédiat, là. C'est pas un bébé de 6 mois qui doit être nourri à la demande. Donc, ça se peut que moi, dans ma planification de repas, on va dire « Ah, ben oui, j'avais justement prévu une collation, on va terminer notre casse-tête, puis après ça, j'ai prévu, il va avoir la collation. » Puis ça se peut que les goldfish, ben je les ai prévus cet après-midi, puis là, je me dis, bon, allez, veux là, je vais les mettre là, puis je m'ajusterai pour cet après-midi. Ou ça se peut qu'elle a déjà eu des goldfish à une autre collation, puis que là, moi, comme parent, je dise, ben là, les goldfish, c'est pas prévu pour la collation ce matin, on va les avoir là. Puis là, ce qui est difficile pour le parent, c'est d'accueillir l'émotion de l'enfant. Parce que l'enfant, ça se peut qu'elle les voulait là, ces goldfish. Puis nous, ben, puis encore une fois, là, c'est pas dans un cadre rigide, là. Mais c'est de dire, mais je les ai planifiés, comme je disais. Puis c'est pour ça que je disais aux parents tantôt, il faut être très flexible dans tout ça aussi. Ça se peut que la collation, peut-être, je l'avais prévue juste dans 1 heure. Mais là, je vois qu'elle me l'a déjà demandé. Fait que là, ben, peut-être que je vais devancer parce que c'est un signal qu'elle est en train de m'envoyer que ça se pourrait que peut-être qu'elle commence à avoir faim, même si, comme je disais, c'est pas nécessairement clair. Mais c'est juste pour dire que l'enfant doit pas non plus être laissé. Puis encore une fois, il y en a là qui sont pas nourris à la demande, mais je veux dire que on laisse aller un peu au gré du vent. Ils vont venir demander aux parents, ben, est-ce que je peux prendre une collation? Des fois, le parent dit oui, des fois, le parent dit non. Toujours dans une approche, comme je dis, qui est extrêmement flexible. C'est pas non, là, c'est pas l'heure de la collation. Puis parce que comme je vous disais, notre souhait, là, c'est qu'il devienne l'expert de son alimentation. Mais le temps que son cerveau soit assez mature pour tout comprendre ce qui se passe dans son corps, moi, j'essaie de décoder tous les petits signaux qu'ils vont m'envoyer pendant la journée. Fait que si je réalise que, je pense que l'après-midi, peut-être que finalement, je serais peut-être mieux d'offrir 2 collations parce que là, une, ça semble vraiment pas suffisant, mais c'est le parent quand même qui a le lead, mais l'enfant est inclus dans tout ça, là. Mais c'est correct des fois que, ben, j'ai dit non, puis c'est vrai, c'était juste pas prévu. J'ai pas besoin d'embarquer dans un non, on mange pas ça, c'est trop. Les aspects nutritionnels, c'est zéro pertinent, particulièrement en bas de 6-7 ans. Ils n'ont pas encore la maturité cognitive de comprendre qu'est-ce qu'on veut dire quand on va leur dire qu'il faut pas manger ci ou qu'il faut pas manger ça. Là, ça peut même créer des peurs qui ne sont pas nécessaires. Fait que ce n'est pas prévu. On va les avoir à tel moment. Voici ce qui est là. Et là, comme je disais, on accueille ce que ça peut faire vivre comme émotion parce que c'est normal que des fois, il va y avoir des grosses émotions, mais une fois que le petit nuage est passé, on a été là, on l'a accueilli, on a été, comme je disais, on essaie d'être le plus calme possible. Il y a besoin de nous pour se co-réguler, mais à partir de là, ben là, peut-être que ça va être plus facile pour lui de se nourrir après parmi les choix que vous allez avoir établis parce qu'il a besoin de vous pour les planifier, les repas, parce qu'il pourrait se nourrir de goldfish toute la journée, puis il filerait très, très bien, il grandirait, il grossirait. Je veux dire, même au niveau de la croissance pour aller chercher une bonne partie. Puis, je veux dire, c'est pas parce qu'ils ont des mauvaises habitudes, c'est parce qu'ils ont besoin du parent pour venir varier l'alimentation. Ils n'ont pas encore cette maturité-là cognitive de planification puis de mettre de la variété au menu. OK.
Puis justement, là, le parent planifie les repas et tout. Y a-tu des bonnes pratiques pour introduire des aliments à des enfants? Ben, les manger nous-mêmes, là, je vous dirais que si vous êtes un modèle, puis ça, moi, c'est toujours une chose que je dis, on dit, mais offrez les repas puis les aliments que vous, déjà, là, vous êtes capable, tu sais, que vous appréciez. Parce que les enfants vont apprendre à manger puis à apprécier les aliments qui sont consommés par leur principale figure d'attachement. On s'entend, c'est les parents, parce qu'il y a une relation avec le parent. Puis là, ils vous voient manger ces aliments-là, fait que déjà en partant, on aide pour qu'il y ait peut-être justement une petite motivation intérieure à lui aussi aller découvrir cet aliment-là. Ça peut prendre du temps, par contre, je le disais tantôt, ça reste toujours l'enfant qui va déterminer quand est-ce qu'il décide qu'il mange. Mais d'être un modèle, les manger nous-mêmes, les offrir, à l'heure des repas, on les offre, ils sont là, l'enfant peut les choisir. Mais si je veux développer justement l'aspect de la curiosité, c'est beaucoup par les activités en dehors de l'heure des repas. Que ce soit regarder des livres, jouer avec des modèles d'aliments, faire des coloriages avec des aliments, faire un jardin, aller les amener à l'épicerie avec nous. Parce que d'un point de vue, encore une fois, développemental, l'enfant, quand il arrive à l'heure des repas, son besoin principal, c'est d'être capable de se nourrir. Donc, mes ingrédients qui sont hyper importants, c'est l'aspect de la sécurité. Il faut que l'enfant s'en vienne s'asseoir à table et il sait qu'il va être capable de se nourrir. C'est-à-dire qu'il y a des aliments qu'il connaît et qu'il est capable de manger au travers d'aliments qui sont peut-être moins connus et qu'il n'est pas encore capable de manger. Il est en sécurité aussi parce qu'il sait que son parent va respecter ses limites. Il sait qu'on ne le forcera pas à prendre des bouchées s'il n'a pas envie. Il sait que s'il a moins faim ou s'il a plus faim, on va le laisser gérer les quantités qu'il a besoin de manger au travers, comme je vous disais, de ce qu'on a mis là. Moi, j'ai prévu tel aliment en variété. Il y a des aliments que c'est la quantité qui est disponible pour le repas. Il y en a d'autres qui est possible de se resservir. L'enfant va apprendre à naviguer là-dedans, mais en respectant, comme je disais, ses limites. Et cette sécurité-là, elle est hyper importante pour que l'enfant puisse accéder à ce qui se passe à l'intérieur de son corps et se nourrir selon ses besoins. Et c'est aussi une ambiance de repas qui va être favorable pour que Colin, il a essayé le brocoli ce soir. Oups, il a pris un petit morceau de poulet. Plus vous allez tenter qu'il le mange à tout prix, plus il y a de la contre-volonté, il y a de la résistance naturelle à l'intérieur, encore une fois, particulièrement chez nos tout-petits. Là. Dans le 2 à 6 ans, c'est là qu'il y a beaucoup de défis, là, mais c'est beaucoup relié, comme je disais, au développement. Puis quand on comprend bien ça, ben on met justement notre énergie à créer une ambiance de repas qui reste agréable, où la relation entre le parent puis l'enfant demeure positive, ça se fait dans le plaisir et on apprend à faire confiance à notre enfant aussi peu ou autant qu'il va manger. Puis même au niveau de la variété, l'enfant, il va réussir à aller chercher ce qu'il a de besoin au fil des semaines. Donc, j'ai pas besoin que chaque repas, chaque collation soit parfaite, mais au fil des semaines, au fil des mois, s'il est exposé à la variété, au final, il réussit à aller chercher. Si on arrête de les exposer, c'est là que les carences éventuellement peuvent commencer à s'installer parce que là, il n'y a plus la possibilité d'aller chercher les nutriments qui étaient contenus dans tel ou tel groupe, mais ils ne mangent pas. Oui, sauf que si j'arrête, là, je suis certaine. Si je continue de les présenter, peut-être qu'il l'a pris une fois sur 15, le petit morceau de poulet. Il est allé chercher ce que son corps avait besoin, puis après ça, avec les autres groupes d'aliments, il va réussir à aller chercher les autres nutriments. Donc, on veut continuer, puis jamais baisser les bras ou lâcher prise à ce niveau-là. Ils sont là, mais j'ai pas d'attente. Est-ce qu'ils les mangent ou ils les mangent pas? Ça m'appartient pas. Mais moi, je continue de les mettre en essayant de mettre le moins de pression possible parce que j'ai confiance que quand il va se sentir prêt ou quand il se sentira prêt, elle va pouvoir justement l'essayer elle aussi. C'est drôle. Au cours de l'été, il y avait ma nièce qui était chez nous, puis on mangeait un steak. C'est l'été, on barbecue, on mange un steak. Puis elle était comme, j'en veux. Bon, il en met un petit morceau dans son assiette, puis là, elle a décidé, pas le goût de le manger. Ouais. Fait qu'elle l'a pas mangé. On a tout fini, puis là, elle a décidé de le manger. Ouais. Puis là, elle est venue les illuminer. C'est donc bien bon. J'en veux d'autres. On est comme, ouais, mais le souper, il est fini, là. Il y en a plus. Fait que c'est ça, vous l'aviez tout mangé. Puis les fois d'après, quand on a mangé des steaks, puis qu'elle était là, on était comme, c'est comme la dernière fois chez Félix. C'est comme la dernière fois chez Félix. Ben, exactement, mais elle vous a vu le manger.
tu sais, elle aussi, elle voulait faire comme vous. Puis, tu sais, j'ai dit les ingrédients, là, la sécurité, c'est le premier ingrédient hyper important lors des repas. Le deuxième, c'est l'autonomie. Laisser justement à l'enfant cette autonomie-là je veux le mettre dans mon assiette. Mais après ça, je lui laisse l'autonomie, même une fois qu'il est dans son assiette. Est-ce que je le mange ou je le mange pas? Mais le fait qu'elle vous a vu le manger, le fait que, puis sans dire que normalement, elle a de la pression, là, mais tu sais, il y a zéro pression, surtout quand on est en grande famille comme ça. Des fois, justement, l'enfant a un petit peu moins de... Tu sais, quand on mange tout seul avec un enfant, des fois, ben, veut pas, on remarque un petit peu plus ce qui est mangé, ce qui est pas mangé dans l'assiette. Mais des fois, quand on se retrouve comme ça, on fait « Ah! Colin, elle a mangé. » Puis, tu sais, on n'a fait aucun commentaire sur ce qu'elle mangeait ou ce qu'elle mangeait pas. Puis là, ben finalement, elle l'a essayé. Puis là, comme tu l'as dit, là, oh! Puis là, elle va se souvenir la prochaine fois que, mais ça veut pas dire que la prochaine fois, elle va vouloir en manger, par exemple. Sauf que vous avez créé un événement, un souvenir positif. C'est venu d'elle, la motivation intrinsèque. Donc, j'ai beaucoup plus de chances qu'après ça, elle ait peut-être envie de le manger que si j'avais insisté. Après la bouchée, peut-être qu'elle l'aurait recraché puis elle vous aurait juste dit « J'aime pas ça » pour que vous la laissiez tranquille la prochaine fois. Quand on parle d'introduction des aliments aux enfants, on entend souvent alimentation autonome ou DME. Oui, la DME. Ouais. Ça mange quoi, ça, en hiver? Ben, en fait, la DME, là, j'ai envie de dire, ça existe depuis quand même très longtemps. Puis dans d'autres cultures, c'est la façon, dans le fond, d'introduire les aliments. C'est que dans notre... Ça veut dire quoi, DME? C'est diversification menée par l'enfant. Donc, diversification, dans le fond, là, c'est l'introduction des solides. C'est juste que dans notre monde occidental, les purées sont arrivées rapidement, comme un passage obligé. Dans le fond, un bébé qui commence à manger doit commencer par des purées. Il faut comprendre que ces recommandations-là viennent du fait que puis vous demanderez à vos parents, là, mais avant les recommandations d'intro des solides, des fois, il y a des bébés qui mangeaient à 2-3 mois. Là. C'était très, très tôt. Fait que c'est certain que d'un point de vue sécuritaire, si je commence à offrir des aliments solides à un bébé, il faut que ce soit de la purée. Avant 6 mois, il n'y a aucun autre format d'aliment qui est sécuritaire d'un point de vue développemental. Les recommandations au tournant des années 2000 ont complètement, ont changé et se sont clarifiées, toujours basées sur la science et sur les données probantes. Donc, maintenant, on recommande l'allaitement et ou les préparations commerciales de façon exclusive jusqu'à 6 mois. À partir de 6 mois, on va commencer, justement, c'est pour ça qu'on dit la diversification. Fait que là, on commence à diversifier son alimentation parce que ça va être autre chose que du lait. Donc, on commence à introduire les aliments. Puis, à partir de 6 mois, on sait que d'un point de vue développemental, c'est tout à fait sécuritaire d'offrir des aliments en morceaux, mais qui vont finir en purée dans la bouche du bébé parce que les textures, il y a toutes les recommandations quand même pour que ça reste sécuritaire. Mais à partir de 6 mois, ben on peut y aller. Le passage par la purée n'est plus obligatoire. Encore une fois, on peut commencer comme ça. Le parent décide après ça. Il n'y a pas une façon qui est mieux qu'une autre. C'est de comprendre, puis c'est ce qu'on a fait quand on a écrit notre premier livre, puis c'est la même chose qu'on a fait on s'est basé sur le développement de l'enfant. Donc, le développement de l'enfant, voici comment la bouche de votre bébé se développe. Voici ses capacités orales, motrices, ses capacités aussi au niveau moteur. Voici comment ça se développe. Donc, voici comment on offre les aliments pour que ça suive le développement. Et c'est ça. Donc, c'est pour ça que la DME est là. On a l'impression des fois que c'est une approche qui est je vais dire un peu, mais souvent est perçue comme très rigide, là. C'est des morceaux, c'est le bébé qui se nourrit tout seul parce que, tu l'as dit aussi, il y a aussi le terme alimentation autonome du bébé. Donc, c'est le bébé qui va tout faire tout seul. Là. Je mets l'orange là, puis je le laisse aller. Bon, nous, on est plus dans une approche, ça aura compris, là, mais nous, on est dans le très « je vais m'adapter », là, parce que, encore une fois, chaque bébé, il y en a que, il n'y a peut-être pas d'intérêt. Ou le parent peut aider, le parent peut participer. Des fois, le parent va venir prendre l'orange dans ses mains, va la mettre comme ça, le bébé va... Tu sais, puis des fois, ça va être la purée, mais il y a façon aussi quand même comment présenter la purée. C'est juste que on inclut le bébé dans tout ça. Le bébé, c'est un participant, puis je m'adapte à voir, il est comment le modèle de bébé que j'ai eu, là? Il préfère-tu se nourrir tout seul? Il préfère-tu que ce soit moi qui le nourrisse un petit peu plus au niveau texture aussi? Fait que on est toujours un peu on joue au Colombo, là, puis on essaie de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Puis on a juste élargi un petit peu qu'il n'y a plus c'est beaucoup, je vais dire c'est beaucoup plus simple. Les parents vont tous dire qu'ils trouvent ça très anxiogène puis très compliqué.
expliquer l'intro des aliments, mais comparé à quand moi, mes filles, là, ils ont 13 ans, on avait, tu sais, c'est un ordre d'introduction des aliments. Tu sais, maintenant, comme je disais, à partir du moment où on comprend le côté développemental, on sait quel aliment mettre de l'avant dès le départ aussi, ben c'est juste que ça devient encore plus, je vais dire, un petit peu plus global comme alimentation. Puis après ça, le parent va déterminer qu'est-ce qui est le mieux pour son bébé, puis pour lui aussi, là, tu sais, avec quoi il est le plus à l'aise. Il n'y a pas de méthode qui va être meilleure pour nous faire des petits mangeurs compétents, heureux, puis intuitifs plus tard. Là, l'important, c'est, comme je disais, que le bébé fait partie de la danse, puis on essaie justement de s'ajuster au petit modèle de mangeur qu'on a devant nous. À propos de ce sujet-là, nous, on est au Canada, là, juste pour que ça soit clair, au Québec et au Canada. Dans les épiceries, il y a tout le temps des allées pour la nourriture pour enfants. Ouais. Les ranges d'âge sur les paquets d'emballage, est-ce qu'ils sont quand même très bien faits? Ben, c'est bien fait, mais c'est beaucoup du marketing aussi. Dans le sens que, tu sais, les petites purées pour bébés du commerce, comme je disais tantôt, ben, si c'est des purées à partir de 6 mois, là, s'il y a un petit peu de moton, ben, c'est sûr que ça va être 6 mois. Mais, tu sais, souvent, c'est parce qu'ils vont commencer à mélanger des aliments. Les céréales, par exemple, c'est que là, ils vont commencer, quand c'est, mettons, 7-8 mois et plus, ben, ils vont des fois mélanger justement des fruits puis des légumes. Moi, je suis de celle qui va vous dire, prenez des céréales. Tu sais, les céréales, 6 mois, ils conviennent jusqu'à 18 ans, dans le sens que vous pouvez continuer de les utiliser dans vos recettes et ils sont moins transformés. Fait que c'est beaucoup du marketing. Quand vous voyez une céréale qui est, je sais pas moi, 9 mois et plus, c'est parce qu'il y a un mélange de saveurs. Si vous allez voir la liste d'ingrédients, ben là, veut pas. Si vous voulez faire des céréales fraises-bananes, prenez des céréales de bébé puis ajoutez des vraies fraises, des vraies bananes. C'est sûr que ça va toujours être plus intéressant. Après ça, pour ce qui est de la sécurité, tu sais, si c'est écrit 18 mois et plus, est-ce que, c'est une bonne question à savoir, est-ce que vraiment, moi, je vais quand même toujours, même si ça m'écrit 18 mois et plus, je vais regarder encore une fois selon mon bébé. Si c'est une petite bartende que je trouve qui est dure puis que je vois que mon enfant a encore de la difficulté, ben c'est pas parce que c'est écrit 18 mois et plus nécessairement. Ça peut vous guider, mais ça remplacera jamais votre jugement de parent. Puis comme je disais, ça reste des aliments transformés. Il y en a quand même qui c'est des bons dépanneurs, là. Tu sais, je suis pas en train de dire qu'il faut jamais les utiliser, mais il y a beaucoup de marketing dans les âges recommandés, là, surtout quand on est dans des trucs purés, comme je disais, là, à partir de 9-10 mois, on peut très bien aller en morceaux sans problème. Puis même avant, les morceaux peuvent aussi être offerts. Ah, parfait. Alors, on va rentrer dans des questions un petit peu plus précises. Oui. Puis, pour avoir ton avis et ton expertise de nutritionniste, il y a des enfants qui sont quand même très sensibles au goût et à l'odorat. Oui. Exemple, j'ai une assiette de riz ou de pâte, mais il y a de la sauce blanche qui touche à ma pâte. Ouais. Je ne peux pas manger cette pâte-là. Ouais. Comment qu'on peut introduire des nouveaux aliments? Comment? Oui, en effet. Hein? Puis ça, on l'a encore une fois dans notre... Puis là, vous l'avez derrière moi, mais dans notre livre jaune, on l'a super bien expliqué parce que... Puis là, je reviens à nos 2 à 6 ans, là, puis en bas de 6-7 ans, il y a encore beaucoup de limites cognitives. L'enfant qui voit que sa sauce a touché à ses pâtes dans son cerveau, il n'est pas capable de comprendre que c'est des pâtes, puis que ça peut s'enlever, que son petit cerveau, ça fait partie des limites cognitives. Tout comme la non-conservation, ou je sais plus trop c'est quoi le terme exactement, mais on donne l'exemple encore là dans le livre. J'ai coupé sa banane en rondelles, il voulait pas sa banane en rondelles, puis là, il comprend plus que c'est plus sa banane. Ça, encore une fois, c'est une limite cognitive. La bonne nouvelle, là, c'est que, puis vous allez le voir dans le comportement de vos enfants, là, plus vous vous rapprochez du 5-6 ans, plus tranquillement, ils comprennent ces choses-là, puis ils vont être capables, des fois, justement, d'accepter ça. Encore une fois, une fois que je l'ai coupé, comme je dis, il va vivre une grosse émotion. Ça se peut, là. Puis là, on comprend que son petit cerveau, fait que, tu sais, même si j'essayais d'y expliquer, c'est la même banane, ça veut pas dire que je vais retourner chercher une autre banane puis que j'y couperai pas, là. J'ai peut-être pas la possibilité, puis c'est la banane qui est là. Fait que là, je vais accueillir cette grosse émotion-là de par ma présence. Il va tranquillement être capable de se réguler parce que, et je l'ai dit tantôt, son cerveau n'a pas encore la capacité de vivre, de réguler. Il n'est pas construit pour réguler ses émotions.
Fait que pour lui, c'est la fin du monde. J'ai coupé sa banane. T'as mis de la sauce sur ses pâtes. C'est la fin. Lui, là, c'est la fin de... Tu sais, pour nous, on est comme, hey, calmos, là. Tu sais, il me semble que c'est exagéré ou, tu sais, c'est des caprices ou... Non, c'est pour dans leur petit monde, avec leur petit cerveau, pour eux, c'est la fin du monde. Fait que dans le fond, la première chose, là, c'est de valider ça. Ah, je comprends. Tu sais, tu voulais pas la couper, la banane, mais là, la banane, elle est coupée. Puis là, des fois, comme je dis, là, on va l'accompagner. C'est ça qui est le plus difficile pour le parent. Parce que, comme je dis, l'enfant, il vit des grosses émotions. Là, pour nous, on est comme, hey, là, on peut-tu passer à d'autres choses, tu sais? Et ça va passer. Puis là, vous allez voir, une fois que le petit nuage, il passe, là, ben là, l'enfant, tranquillement, souvent, là, il va être capable. Puis peut-être qu'elle choisira pas la banane, peut-être qu'il va finalement manger d'autres aliments. Puis c'est pour ça que je reviens avec l'autonomie de l'enfant aussi. Tu sais, on disait, bon, là, je remarque là, qu'avant, je mettais sa sauce, il n'y avait pas de problème. Là, maintenant, dès qu'il y a de la sauce, il veut plus rien savoir. Puis lui, dans sa tête, c'est ça, il peut pas revenir en arrière, là. Donc, ben peut-être que maintenant, je mets la sauce là, je mets les pâtes là, puis je le laisse lui-même. Puis là, des fois, on va utiliser juste des petites cuillères, là, tu sais, une petite cuillère à pâtisserie, genre de 2,5 millilitres, là. Puis là, on va dire, regarde, tu peux mettre la sauce comme tu veux. Fait que là, il va y aller des fois avec des petites quantités pour commencer. Des fois, peut-être qu'il en mettra pas du tout. Mais je lui donne parce que entre 2 et 6 ans, là, ce besoin-là d'autonomie, d'affirmation de soi, il va se faire à l'heure des repas. L'enfant, il veut justement, puis c'est une belle façon qu'il puisse pratiquer son autonomie. Fait que je sais que comme parents, on le voit, comme je disais, comme des caprices. À partir du moment où on comprend que c'est une phase du développement, puis j'arrête pas d'y présenter sa sauce. C'est pas, ah, ben maintenant, je mets juste des pâtes blanches. Non, les pâtes blanches sont là, mais il y a toujours accès à la sauce. Donc, si jamais il veut en mettre, puis comme je disais, avec les petits formats, ben là, des fois, comme ça, oups, ils en mettent un petit peu, puis tranquillement, en vieillissant, ils peuvent recommencer à mettre la sauce directement parce que, bon, ils vont recommencer à la manger comme ça. Mais comprendre qu'il y a encore beaucoup de limites cognitives, beaucoup de limites au niveau émotionnel aussi. Puis c'est ça qui nous fait le joyeux chaos à l'heure des repas parce qu'on sait jamais justement comment notre enfant va réagir, puis que tout l'aspect développemental, comportemental, quand on le comprend bien, ben on est dans une meilleure posture comme parent aussi pour se sentir en confiance dans comment on va intervenir pour essayer de préserver quand même là, une heure de repas qui est agréable. Ouais. C'est une publication que j'avais vue sur ton Instagram. C'était comment gâcher les pâtes à William. Pâtes à William. Ouais. Ben, William, c'est le petit garçon de ma co-autrice. Et nous, on dit toujours qu'on partage notre cerveau aussi, là, Cosette Gergès, qui est aussi nutritionniste en pédiatrie. Puis c'est son petit William qui est exactement dans cette phase-là, là, il y a 2 ans et demi. Fait que là, elle est en train de, puis je dis retraverser parce qu'elle a des grands ados aussi, mais elle a son petit coco. Puis là, elle retraverse ces phases-là. Puis c'est drôle parce que elle les a retraversées pendant qu'on écrivait le livre. Fait que tout ce qu'on a écrit, ben maintenant, elle le vit, puis elle est comme tabarouette, c'est ça, lui aussi. Tu sais, même si elle a on a toutes les notions, on a toute l'information, on n'est pas imperméable à ça. On le vit, nous aussi, là. Puis, ben, on essaie de faire de notre mieux. Puis, comme je disais, ben, des fois, on en rit aussi parce que, bon, ben, Colin, comment j'ai pu gâcher ses pâtes aujourd'hui? Ben, ça revient toujours à l'immaturité du cerveau. C'est pas que j'ai gâché. Puis, la réponse, comme je disais tantôt aussi, c'est pas, oh, mon Dieu, il faut absolument qu'il se nourrisse. Fait que là, OK, là, ça, il veut pas. Tu sais, plus vous allez toujours être en réaction à l'heure des repas, vous trouverez jamais de faim puis jamais de zénitude non plus à l'heure des repas. Ouais. À partir du moment où, OK, c'est ça, je vais accueillir, j'ai d'autres aliments, au pire, en attendant, il mangera ça, puis peut-être que... Mais il faut que l'émotion passe, il faut que je laisse le temps à l'émotion de passer. Puis ça, comme je disais, c'est j'accueille de façon empathique ces émotions, mais je suis là comme parent et par ma présence, par ma co-régulation, qui est un super pouvoir qu'on a comme parent, tranquillement, l'enfant va s'apaiser. Puis moi, j'ai beaucoup de parents qui me le disent. Une fois, là, ben finalement, il l'a mangé sans crête. Mais il a fallu laisser passer ce petit moment-là. Mais si pendant ce petit moment-là, moi aussi, à l'intérieur, puis c'est normal, là, parce que nous aussi, on a nos émotions, là, que ça boue, puis que là, finalement, ben on explose, ben là, c'est sûr que pour lui, là, il y a plus personne, pas qu'il n'y a plus personne, mais là, je suis peut-être pas la bonne personne pour l'aider à se co-réguler. Moi-même, il faut que j'aille me réguler. Fait que c'est pour ça que de travailler aussi sur cet aspect-là, ça va nous aider aussi parce que l'heure des repas sera pas, comme je disais, sera pas imperméable à tous ces petits chaos-là ou ces petites choses-là que les enfants vivent dans leur vie de tous les jours. Ça pratique la patience des parents. Beaucoup, beaucoup. Ben, en fait, là, puis... je sais plus c'est qui l'a dit, là, mais il y a rien de... Ben, pas rien de pire, mais
rien de mieux, dans le fond, qu'un enfant immature pour tester la maturité d'un adulte. Parce que, justement, tu sais, lui, ben, je vais dire, l'enfant a l'excuse. Lui, il a un cerveau immature. C'est vrai, là, son cerveau n'est pas fini de construire, mais ça teste ma maturité. Puis ça veut, comme je disais tantôt, là, je répondrai pas toujours adéquatement. Des fois, je vais avoir peut-être, il y a toujours moyen de revenir sur cette intervention-là. Après, là, on cherche pas la perfection, puis on sera pas 100% bienveillant. La bienveillance dans tout ça, comme je disais, là, c'est la destination, c'est ce qui me guide, là. Mais ça se peut que des fois, je suis sortie un petit peu de la traque, puis parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on vit nos propres émotions, puis parce que ça peut venir nous chercher, là, car tous les matins, à chaque fois que je sens ça, c'est jamais correct, il me piche les toasts par la tête. Il y a rien qui va nous préparer à recevoir ça, là. Fait que c'est normal que ça vienne nous chercher, mais encore une fois, comme je disais, quand on comprend mieux, quand on comprend aussi que l'enfant fait pas ça contre nous, l'enfant nous manipule pas, il n'y a pas du tout, encore une fois, la maturité nécessaire pour faire cette gymnastique cognitive-là, ça nous permet, je pense, quand même un petit peu d'être nous-mêmes un petit peu plus doux avec nous, mais aussi de pouvoir peut-être faire preuve d'un petit peu plus de bienveillance dans tout ça. Ah, intéressant. Puis là, mettons qu'on est l'été, il fait super beau dehors, partez de piscine avec les amis et tout, puis on donne des Mr. Freeze, de la crème glacée aux petits. Puis là, il est tout énervé, il est trop mangé de sucre. C'est-tu vrai? C'est que faux! Le sucre, c'est faux? Que le sucre donne des rages d'énergie, là? Ouais. Ben, en fait, une chose, c'est pas faux. Les glucides me donnent un regain d'énergie. Donc, les glucides, c'est le carburant principal du corps humain. C'est le carburant aussi, le seul carburant que le cerveau peut utiliser. Fait que c'est sûr que si je suis due pour manger puis que je me prends une petite collation, ça va me redonner de l'énergie. Peu importe d'où vient mon sucre, là, que mon sucre vienne de mon Mr. Freeze ou que mon sucre vienne de mon muffin sans sucre, sans gras, sans ci, là, il va me redonner de l'énergie. Est-ce qu'il cause l'hyperactivité? L'excitabilité, ça, non. On n'a aucune donnée probante jusqu'à maintenant qui nous démontre que le sucre, d'un point de vue chimique, là, que, tu sais, je consomme du sucre et ça crée de l'hyperactivité d'un point de vue corporel ou d'un point de vue du cerveau, même, là, ça, c'est complètement faux. Et à l'inverse, on a des données probantes qui nous prouvent l'inverse, qui nous prouvent que le sucre n'en cause pas de l'hyperactivité. Donc, mais par contre, ça se peut, là, puis là, tu viens de le nommer, c'est l'été, il fait beau, les enfants jouent ensemble, c'est un beau moment, là. Les enfants sont contents. Peut-être c'est le party de famille que c'est la seule fois que dans l'année qu'il voit son cousin Thomas, là. Il est énervé, il voit Thomas. C'est pas parce que c'est pas juste l'effet Mr. Freeze, là. Puis aussi, à quelle fréquence il voit des Mr. Freeze ou il se fait offrir de la crème glacée. Il y a tout ça aussi, là, qui va faire que l'enfant, il est content parce que c'est un enfant. Puis encore une fois, d'un point de vue développemental, là, le fait, là, d'inhiber ces grosses émotions-là, là, tu sais, que nous, mon Dieu, qui est bon, mon gâteau, puis je le mange, puis je suis contente. Je vais pas tourner autour de la piscine, là, mais ça se peut que je le trouve vraiment bon. Mais l'enfant, lui, de la façon qu'il va exprimer, le « mon Dieu, que c'est le fun ce qui se passe présentement », ça se peut que ce soit justement en courant tout ensemble. Fait que le côté festif, le côté, comme je disais, il faut aussi venir voir à quelle fréquence cet enfant-là voit ces aliments-là, parce que des fois, c'est justement, comme je disais, un peu l'effet de rareté, comme la rareté de voir certains amis, puis là, ça le rend vraiment très, très heureux. Puis comme parent, il y a aussi toujours l'aspect de biais cognitif. On vient toujours... il vient de manger des bonbons. Regarde, je remarque juste ça. Je remarque pas nécessairement d'autres situations, peut-être qu'il est un peu plus énervé puis qu'il n'en a pas mangé de bonbons, là. Mais là, c'est comme ça vient toujours... C'est pour ça qu'on dit que c'est un biais cognitif. Ça confirme. Regarde, oui, je l'ai remarqué. Puis, je dis pas que c'est pas vrai que vous le remarquez, mais c'est pas l'effet sucre. Comme je disais, là, d'un point de vue chimique, d'un point de vue données probantes, scientifiques, il n'y a aucune étude pour l'instant qui supporte ça. Ça vient, dans le fond, là, je sais plus c'est en quelle année exactement, mais c'est un allergologue pédiatrique qui avait sorti un livre, justement, qui disait que le sucre et certains additifs alimentaires causaient l'hyperactivité chez les enfants, et ça a été démenti depuis toutes ces années-là, en fait. Puis très rapidement, même quand le livre est sorti, ça a été démenti par la communauté scientifique. Et comme je disais, jusqu'à maintenant, on n'a aucune donnée qui vient le prouver. Puis même qu'à l'inverse, on a des données qui nous prouvent que le sucre ne cause pas d'hyper-réactivité ou d'hyperactivité, en fait, là, chez l'enfant. J'ai une petite question follow-up là-dessus. Je veux pas non plus qu'on s'éternise. C'est pas mon domaine d'expertise non plus, puis je pense pas que c'est le tien à un niveau approfondi. Mais les colorants chimiques, artificiels,
il y a de plus en plus, souvent sur les médias sociaux, on voit que ça pourrait créer l'hyperactivité. Est-ce que ça serait plus vrai? Les données, ils ressemblent à quoi aujourd'hui? Ben là, encore une fois, là, on a fait une publication, puis les données sont pas claires non plus. Par contre, il y aurait peut-être un petit peu plus de données comme quoi certains additifs pourraient avoir, encore une fois, potentiellement, mais on a besoin de beaucoup plus d'études. Puis il faut rappeler aussi que tout est dans la consommation, tu sais, la quantité qu'on va aussi consommer. Donc, je veux dire, dans une alimentation variée, les aliments transformés qui peuvent contenir des additifs ou qui peuvent contenir un petit peu plus de sucre peuvent avoir une place au travers des autres aliments, là, de ne pas venir les diaboliser. C'est vrai qu'ils prennent une grande place aujourd'hui dans notre alimentation. Ils sont pas tous mauvais non plus. Il y en a d'excellents sur le marché. Ils ont un côté pratique. Ils ont un côté aussi très sécurisant là, chez certains enfants. Tu sais, pourquoi votre enfant veut jamais manger votre muffin que vous avez fait maison, mais c'est pâte d'ours, il y en a pas de problème, là. C'est pas parce que vous êtes un mauvais ou une mauvaise cuisinière, c'est parce qu'il y a une prévisibilité. Ces pâtes d'ours goûtent toujours pareil. Il y a pas d'enjeu de texture. Il y a pas... Puis cette prévisibilité-là, chez un cerveau, chez un enfant qui est plus jeune, c'est sécurisant, c'est ce qu'il va faire. Fait que ça veut pas dire, OK, je fais plus de muffins puis je vais toujours... Non, mais ça peut quand même, justement, j'en offre de façon occasionnelle. Ils peuvent faire partie au travers des autres aliments. Il y a encore des fruits, il y a des légumes, je cuisine la plupart de mes repas, mais au travers de ça, ce qu'il faut éviter, c'est que la grande majorité de notre alimentation, ce soit des choses justement qu'on achète. On veut privilégier les aliments frais, les aliments peu transformés, mais dans une vie familiale, dans une vie de parents, ça veut pas dire non plus, faut pas que si j'offre des aliments transformés à mon enfant, je suis un mauvais parent. Zéro, là. Vous êtes un excellent parent parce que vous permettez à votre enfant de se nourrir et chaque enfant et chaque famille a une réalité différentes. Puis ça, en nutrition pédiatrique, c'est hyper important. Dans les recommandations, c'est facile de dire faut qu'il mange plus de fruits, faut qu'il mange plus de légumes, faut qu'il mange... Mais le coût de ces aliments-là, on le sait que présentement, c'est un gros enjeu, la sécurité financière, la sécurité alimentaire, parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas les moyens. Puis là, on va dire, ben là, pourquoi ils n'achètent pas justement les raisins au lieu de... Ben parce que son produit transformé, là, ben il va peut-être réussir à nourrir plus longtemps. Tu sais, dans les choix aussi, fait qu'il y a tout ça que quand on fait nos recommandations, faut faire attention justement pour pas ajouter de la pression ou de la culpabilité sur le parent. Puis il y a différentes façons d'intégrer des fruits puis des légumes. Si j'ai peut-être moins accès ou j'ai moins les moyens d'avoir toujours justement des produits frais ou j'en achète des produits frais, mais Colin, il mange pas. Il aime pas ça. J'en offre, mais je les gaspille. Là, c'est encore plus fâchant pour le parent. C'est du gaspillage alimentaire aussi. Donc, il y a tout ce discours-là. Là, oui, les grandes lignes, on veut limiter les aliments ultra transformés, privilégiés, mais je veux pas qu'on diabolise non plus parce qu'il y en a qui peuvent être quand même très intéressants. Puis il y a certains enfants que c'est comme ça qu'ils réussissent à se nourrir aussi. Puis ultimement, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient capables de se nourrir au fil du temps pour répondre à ses besoins, puis pouvoir grandir, grossir, avoir une croissance là, qui va être optimale. Wow! Pour rester dans la partie des parents et des différentes réalités des parents et des familles, il y a des parents qui sont végétariens, végétaliens, il y en a d'autres qui sont keto. Au niveau des enfants, est-ce que c'est bien d'avoir des régimes qu'on pourrait nommer restrictifs sur des catégories d'aliments? Bien, je vais tout de suite... tout ce qui est régime cétogène, c'est zéro adapté à un jeune enfant, là, puis même à un enfant ou à un ado qui est en pleine croissance. Ça peut augmenter le risque de carences en plusieurs nutriments. Il peut y avoir des enjeux de croissance, des enjeux aussi d'hyperlipidémie. Donc, la diète cétogène peut être prescrite chez certains enfants en particulier. Habituellement, c'est parce qu'il y a un trouble métabolique, c'est parce qu'il y a une épilepsie qui est pharmacorésistante aussi. Et habituellement, c'est fait en milieu hospitalier, dans le sens qu'il y a une équipe multidisciplinaire qui travaille avec les familles. C'est pas juste le parent qui décide de faire ça tout seul, parce que justement, une alimentation cétogène qui est pas bien planifiée ou qui est pas bien encadrée engendre beaucoup de risques là, sur la croissance, et c'est zéro recommandé chez les enfants. Pour ce qui est d'une diète végétarienne ou végétalienne, ça par contre, quand c'est, on va dire, bien planifié, bien diversifié,
c'est pas plus... Il y a pas de... Un enfant, là, peut très bien grandir et grossir, aller chercher tout ce qu'il a de besoin à partir du moment, comme je disais, où on s'assure que, tout comme un adulte, là, que c'est bien planifié, c'est bien varié, puis qu'on va bien chercher tous les groupes, particulièrement pour la diète végétalienne. Parce que la végétarienne, la plupart des familles continuent de manger des œufs. Il y a encore les produits laitiers qui sont là. Certaines familles, il y a encore du poisson. Fait que, tu sais, au niveau, mettons, du fer, au niveau calcium, vitamine D, B12, donc les nutriments qui peuvent être un petit peu plus... un petit peu plus à risque là, si on consomme aucun aliment de source animale. Dans la diète végétarienne, comme je disais, si c'est bien varié, bien planifié, il n'y a pas d'enjeu particulier. Végétalienne, là, oui, il faut venir voir parce que s'il n'y a aucun produit laitier, il faut quand même s'assurer qu'au niveau du calcium, de la vitamine D, la B12 aussi, il faut venir voir au niveau du fer aussi, quoique, bon, les sources de protéines végétales, que ce soit les légumineuses, le tofu, le tempeh, il y a quand même du fer dans tout ça. Mais mon meilleur conseil est toujours, là, pour une famille comme ça, qui a des jeunes enfants, des fois, c'est une rencontre avec une nutritionniste pédiatrique spécialisée en végétarisme. La plupart, on est quand même à l'aise, mais c'est quand même toujours important de le mentionner parce que si la nutritionniste est pas nécessairement à l'aise, comme je disais, parce qu'il y a des besoins particuliers pendant l'enfance qui sont quand même hyper importants. Puis s'il y a une carence qui se développe, ben, tu sais, moi, chez l'adulte, ça peut m'amener des désagréments, mais chez l'enfant, ça peut affecter sa croissance. Fait que des fois, une rencontre, on confirme, elle peut nous donner les petits aliments ou les petits trucs de remplacement, puis on s'assure qu'on est sur le bon chemin, mais ça, c'est pas du tout des diètes qui seraient proscrites chez les familles. Est-ce qu'il y aurait d'autres diètes qui seraient à proscrire, comme la cétogène? Ben, toute autre diète qui restreint des groupes entiers d'aliments, là, parce que justement, si je coupe complètement les féculents ou je coupe complètement un groupe de protéines, ben c'est sûr que pour un enfant en pleine croissance, puis pas juste l'enfant en pleine croissance, c'est aussi l'enfant qui est en train de découvrir les aliments. Donc, s'il y a des groupes entiers d'aliments qu'il ne voit jamais, puis que, je sais pas, moi, c'est un jour quand il part de chez eux qu'il découvre que ça existe, des œufs, que ça existe, ben, je viens peut-être de perdre une belle fenêtre d'opportunité pour qu'il y ait une alimentation diversifiée plus tard. Fait que les diètes restrictives où on coupe vraiment des gros groupes d'aliments, habituellement, c'est contre-indiqué chez les jeunes enfants. Oui, pour la croissance, mais aussi parce qu'on est dans une phase où, au contraire, on veut les exposer. Un petit peu, je vais faire un petit parallèle, c'est pas un parallèle boiteux, mais tu sais, avec le sport. On va parler le sport chez les enfants. De plus en plus, on entend que l'hyper-spécialisation à un jeune âge, ben c'est peut-être pas finalement ce qui serait une bonne chose. Puis on serait peut-être mieux de les exposer à plein de différentes choses pour qu'ils apprennent à bouger dans le plaisir. C'est un peu la même chose au niveau des aliments. Si je m'hyper-spécialise, puis comme je dis qu'on est très, très restrictif, puis qu'il y a des groupes complètement qui sont éliminés, ben au fil du temps, pour développer des saines habitudes alimentaires, ça peut peut-être devenir un obstacle pour l'enfant une fois qu'il devient plus vieux. Là. C'est extrêmement vrai. Ouais, faire plusieurs sports chez les jeunes, il faut préconiser. Le but, c'est qu'il y ait du plaisir. C'est de l'alimentation, puis c'est pour ça que le sport aussi, là, ce qu'on veut, c'est qu'il bouge pour le plaisir de bouger, mais l'alimentation aussi, il faut que ce soit un plaisir, faut qu'il y ait, je veux dire, faut qu'il y ait envie, faut qu'il y ait... Fait que, tu sais, si à un moment donné, ça devient compliqué, que le plaisir est plus là, ben là, à un moment donné, il faut peut-être des fois venir revoir un petit peu notre approche, parce que c'est bien beau, des fois, que là, maintenant, ça fonctionne, mais il faut voir le long terme. Est-ce qu'il va maintenir ces habitudes-là sur le long terme ou est-ce qu'il va tellement avoir été restreint qu'une fois que justement il va avoir un pouvoir d'achat ou un pouvoir décisionnel beaucoup plus grand, ben là, ça va s'en aller un petit peu dans tous les sens, puis il n'est pas capable de reconnaître ses signaux, il mange pas du tout en réponse à ses besoins, il mange en réponse à une restriction qui est durée longtemps. Fait que c'est ça aussi toujours qu'il faut voir. Ça nous prend une vision sur le long terme. C'est pas juste ce qu'il mange là, ses brocolis. Je veux qu'il ait envie de continuer de les manger aussi parce qu'il a appris à les apprécier puis qu'une fois qu'il est plus vieux, ben il aime ça fait juste partie de sa vie, mais pas parce qu'il a été obligé toute sa jeunesse, parce que, puis ça on le voit, on a des études à l'appui, là, souvent ces aliments-là, en tant qu'adulte, on les mange plus, il y a un dégoût même qui se développe parce qu'on a été contre la volonté de l'enfant et il y a un souvenir qui s'étampe dans le cerveau qui fait qu'après ça, même une fois adulte, ça devient difficile de le réintégrer dans l'alimentation. Ben, c'était une de mes questions que j'avais. S'il pouvait avoir des répercussions par la suite, mettons, pour avoir présenté des aliments à des enfants, est-ce que plus tard, il pourrait avoir des répercussions
comportement alimentaire, par exemple? Là? Bien, de ne pas les présenter, comme je dis, c'est juste qu'il va les découvrir plus tard, puis est-ce qu'il va les découvrir? Mais en même temps, moi, je pense qu'à l'adolescence, puis surtout jeune adulte, moi, personnellement, il y a plein de choses que j'ai découvert à ce moment-là, que j'avais envie de goûter aussi à ce moment-là, que je n'étais pas nécessairement prête de goûter quand j'étais plus jeune. Donc, de ne pas les exposer, comme je disais, c'est juste que plus ça devient restreint, il y a un risque de carence à court terme parce que, comme je disais, si je présente jamais de produits laitiers ou je présente jamais de viande parce que l'enfant la refuse toujours, bien, comme je disais, c'est que la journée où on aurait peut-être la possibilité ou peut-être qu'il serait prêt, ben là, ça peut éventuellement causer des carences. Si je force un enfant, comme je disais, si je vais au-delà de sa volonté, si je vais au-delà de ses limites, donc clairement, il n'est pas prêt à goûter tel ou tel aliment, puis que moi, comme parent, j'insiste, que ce soit une pression positive ou une pression négative. Ça, comme je disais, on a des études qui montrent que chez certains adultes, ça a justement créé un dégoût. Puis, parce que ce qu'on veut, là, c'est créer des souvenirs positifs et agréables avec les aliments. Que ce soit parce que j'ai lu un livre, puis c'était une tomate qui vivait une aventure, puis c'était bien, bien drôle, versus la tomate est dans l'assiette. Là, tout ça, ça crée des souvenirs positifs. Puis si c'est positif, ben j'ai plus de chances que ça reste dans la vie de l'enfant. Si lui, tout ce qu'il se souvient, c'est que quand il y avait du brocoli dans son assiette, il pouvait pas se lever, puis que des fois même, il se souvient d'avoir été obligé de prendre une bouchée, le cœur il a levé, des fois, il en a même vomi. Ben oui, il l'a mangé, mais à quel prix? Il y a très peu de risques, comme je disais, parce qu'il y a un dégoût, là. Le corps, après ça, là, je veux dire, lui, est en réponse à ça. C'était pas du tout agréable. Puis là, c'est pas juste, j'ai pas envie de le manger. Comme je disais, il y a encore ce souvenir-là de dégoût qui peut se manifester même une fois rendu adulte avec un cerveau mature. OK, puis ça me fait penser au niveau adulte. Ouais. Exemple, moi, la tourtière. La tourtière, on mange ça à Noël, en famille. Ouais. C'est des souvenirs positifs que j'ai de la tourtière. C'est que moi, quand il y a de la tourtière, on dit de la bouffe réconfortante, mais c'est réconfortant. Oui. Est-ce que parce que c'est bon ou parce que c'est tous les souvenirs que ça me souvient, ça me rappelle d'être en famille à Noël au jour de l'an. Puis après ça, un enfant que à table, toute la famille est là, qui a du plaisir. Puis là, ça, je veux le dire haut et fort, là, que les parents ne sont pas sur leur cellulaire à table. Et qu'il y a des discussions de famille. Puis que tout le monde interagit ensemble. S'ils ont des frères et des sœurs, ben, qu'il y a de l'interaction entre les enfants, avec les parents, avec les enfants. Ben, j'imagine que ça peut leur créer des souvenirs positifs de nourriture. Ben, en fait, c'est surtout que ça crée un sentiment de bien-être. L'enfant, il se sent bien, puis c'est pas les aliments qui fait qu'il se sent bien. C'est que justement, l'heure des repas, on est ensemble. C'est notre moment de la journée où, tu l'as bien dit, là, on dépose tout autre. Il peut y avoir une petite musique d'ambiance, mais on essaie, là, pour tout le reste, les distractions, le téléphone sur ne pas déranger. Vous voulez donner l'exemple, là, tu sais, pendant les repas, non, il n'y en a pas de téléphone. Tu as tout à fait raison, là. Parce que on veut la connexion. Je nourris pas juste son bedon, je nourris la connexion. Puis une fois que la connexion est nourrie, là, ben pour l'enfant, là, ça vient de nourrir son petit cœur. Puis là, ça le met encore une fois dans un environnement favorable pour que son corps soit capable de pouvoir répondre aux besoins de se nourrir. Parce que puis ça faisait partie des questions que tu m'avais envoyées, puis je vais l'aborder tout de suite. J'entends souvent où on vous dit comme parents, « Oh, inquiétez-vous pas, ils se laisseront pas mourir de faim. » Moi, je réponds toujours, ben c'est vrai et faux. Puis j'ai envie de vous dire c'est faux. Parce que, ben en fait, oui, c'est vrai, ils se laisseront pas mourir de faim parce que c'est long mourir de faim. Là. Ça prend plusieurs semaines, des fois plusieurs mois à jeûner avant que j'arrive à en mourir. OK? Votre enfant, par exemple, là, pendant ce temps-là, là, où il arrive à table et il n'est pas capable de se nourrir. Les aliments qui sont devant lui, là, c'est pas parce qu'il veut pas, il n'est pas capable. Pourquoi il n'est pas capable? Comme je disais, ben là, il y a plein de choses là, qui peuvent arriver, comme je disais, dans son corps, mais des fois, c'est justement parce que, bon, d'un point de vue masticatoire, exemple pour la viande, ben c'est plus difficile pour lui. Ça se peut que le goût, c'est pas ce qui me tente le plus non plus. Les légumes, on le sait que c'est un des groupes aussi qui va prendre le plus de temps. C'est amer. Dans le cerveau, là, l'amertume, c'est pas inné. Là. Le cerveau sera pas porté à t'envoyer manger cet aliment-là parce que dans l'évolution de l'être humain, là, si c'est amer, c'est du poison, ça pourrait être dangereux pour nous. Va-t'en vers les fruits. Ça, les fruits, c'est sucré, c'est sécuritaire, ça va nous donner de l'énergie.
Tout ça, là, c'est ce qui fait que l'enfant va vers ou tel aliment parce que son corps le guide. Si moi, je fais le moins d'interférences possible, il va finir par la diversifier, son alimentation. Mais s'il arrive à table et qu'on se dit, ben là, je ne mettrai pas ses fruits et son yogourt, sinon c'est sûr qu'il va manger juste ça. Ben là, il arrive, il n'y a aucun aliment. Présentement, ce qu'il voit, puis là, inquiète-toi pas, il ne se laissera pas mourir de faim. Il ne mangera pas, il ne se nourrira pas. Puis là, c'est quoi le souvenir de ce repas-là? Parce qu'il y a peut-être faim à l'intérieur de lui pour de vrai, là. C'est pas la faim qui va guider sa découverte, c'est pas la faim qui va guider ce qu'il va manger, c'est la sécurité et l'autonomie. Donc, son fruit puis son yogourt, ils sont là. Comme vous êtes là quand vous l'accompagnez à un nouvel endroit parce que le fait que votre présence va faire que tranquillement, tu sais, je veux dire, si je l'amène à jouer avec des nouveaux amis, je vais pas juste le planter là puis me dire, je vais m'en aller vite, comme ça va être plus facile pour lui d'aller se faire des amis. Là, ça dépend du tempérament de votre enfant, mais souvent, l'enfant va être encore plus insécurisé parce qu'il se retrouve tout seul. Ses principales figures d'attachement sont plus là. Sa sécurité est partie. Donc là, ça veut pas dire que ça va être plus facile pour lui d'aller se faire des amis. Au contraire, bien, c'est la même chose au niveau de l'alimentation. C'est pour ça que nous, on prend une approche où il n'y a pas de hiérarchie entre les aliments. Il n'y a pas de « faut que je serve ça ». Vous avez prévu que ce soir, là, le repas principal, c'est du poulet, il y a du riz, il y a du brocoli. Bon, ça, je sais, Nathan, là, il y a de la misère à manger ça. Je vais aussi mettre des fruits, puis j'ai fait des petits muffins, je vais y mettre un petit muffin. Fait que là, Nathan, c'est dans ça qu'il va choisir ce soir. Il y a des fruits, il y a son petit muffin, il y a du poulet, il y a du brocoli. C'est ça. Moi, j'ai prédéterminé les choix, puis Nathan, il comprend que c'est là-dedans qu'il faut qu'il choisisse ce soir. Il va peut-être commencer en mangeant tous ses fruits, il va peut-être prendre, puis peut-être qu'il va se rendre au poulet, peut-être que non. L'important, c'est qu'il soit capable de se nourrir, pas qu'il mange tout à tout prix à chaque repas de ce que vous offrez. Puis en l'offrant comme ça, vous créez un sentiment de sécurité, un sentiment de bien-être. Puis à partir du moment où vous focussez au « moi, ma job est faite, les aliments sont là, là, on en profite, on a du plaisir ensemble, puis on essaie de créer une atmosphère où les aliments deviennent accessoires. J'ai pas besoin de parler des nombres de bouchées qu'il a mangé ou qu'il n'y a pas de bouchées ou de devenir le géo pour qu'il finisse par prendre une bouchée de brocoli. C'est pas ça. Vous les mangez, là, ils vous voient avoir du plaisir à les manger. Déjà ça, mais assurez-vous qu'il y a de la sécurité. Puis vous créez pas des caprices. Puis c'est comme ça qu'ils vont être capables de se nourrir puis apprendre à diversifier aussi leur alimentation au fil du temps. Mais ça prend de la patience parce que ça peut prendre plusieurs mois, des fois plusieurs années pour certains groupes d'aliments. Là. J'entends les parents me crier dans l'oreille. Là. Oui, vas-y. Comment, avec tout ce que tu viens d'expliquer, comment que le parent peut s'assurer que l'enfant mange suffisamment s'il y a juste 2-3 morceaux de fruits plus un yogourt dans toute son assiette avec le riz, le poulet, le brocoli. Il ne touche pas à ça, il touche juste à son foutu yogourt puis fruits. Comment, en tant que parent, je fais pour m'assurer qu'il a mangé suffisamment? Je peux pas. Malheureusement, je l'ai pas. Il y a juste l'enfant qui sait combien il a besoin de manger. Fait que moi, je le sais pas. Il a-tu mangé suffisamment? Il a pas mangé suffisamment? Puis c'est ça qui est difficile pour le parent. Il faut que je fasse confiance à mon enfant. Mais dites-vous que dans une journée, là, comme je disais tantôt, là, moi, j'établis le camp. Donc, moi, dans la journée, là, il va avoir à peu près à toutes les 2, 3, 4 heures. Là, ça dépend s'ils sont un petit peu plus vieux, un petit peu plus jeunes. Mettons qu'on se dit à toutes les 3 heures, moi, j'ai prévu dans la journée, il y a une occasion pour se nourrir, que ce soit un repas ou une collation. Ça va faire que 5 à 6 fois par jour, l'enfant a une occasion de se nourrir. Ça ne veut pas dire qu'il va manger à chaque fois. Par contre, il va avoir plusieurs occasions pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Puis après ça, à chacune des occasions, ben moi, je vais venir mettre la variété de l'avant. Donc, si on se base encore une fois sur, oui, le guide alimentaire, mais je mets des fruits ou des légumes ou les deux. Je mets des aliments protéinés, je mets des aliments grains entiers, puis là, je laisse l'enfant choisir. Je le disais tantôt, là, moi, j'ai pas besoin à chaque fois qu'il mange tous les groupes que j'ai mis. Au fil du temps, il va aller chercher ce qu'il va avoir de besoin. Puis, il mange son yogourt. Oui, vas-y, excuse. Si l'enfant, il dit « je veux un autre yogourt » ou « je veux encore du Cantalou », est-ce que j'y en donne à nouveau? Ben là, en fait, ça va dépendre de ce que vous avez planifié pour le repas. Ça se peut que le yogourt ce soir, ben c'était la quantité qui était là. Puis là, ben est-ce qu'au centre de la table, j'en ai mis d'autres? Non, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres qui est disponible pour se resservir. Mais si jamais j'avais prévu que ce soir, bon, regarde, si jamais il veut d'autres yogourts, il y en aura d'autres. Puis il va comprendre, comme je disais, là, si c'est sur la table, c'est disponible. Si ce n'est pas sur la table, ça veut dire que... Puis c'est pas à tous les coups, le yogourt, c'est juste un yogourt.
Des fois, le yogourt, il a été préportionné, c'est la portion qui est là. Puis d'autres fois, ben, le yogourt, ben là, j'en ai remis une autre petite quantité. Mais une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, le parent ne se lève pas non plus, là. Tu sais, dans le fond, j'ai tout préparé. Ça devient un pattern de reconnaissance, reconnaissance de pattern de l'enfant de OK, ce soir, il y a 2 yogourts à la table. Si j'en veux un deuxième, je vais pouvoir en avoir. Mais s'il y en a juste un sur la table, ben, l'enfant, au fil du temps, va comme comprendre que aujourd'hui, c'est un soir que je peux pas en demander un deuxième, c'est que ça pourrait éviter une crise. Oui, il va peut-être le demander quand même, mais on va, ben non, ce soir, c'est juste ça, mais si jamais t'as encore faim, il reste des cantaloupes, il reste ça. Fait que c'est pour ça que, puis surtout, plus ils sont petits, souvent, je vais suggérer de, tu sais, autour du 2 ans, 18 mois, 2 ans, faites comme un repas au centre de la table, mais adapté. Donc, j'ai fait sa petite assiette, puis à côté de lui, là, comme je disais, il y a tous les mêmes aliments que nous, on mange, qui sont déjà peut-être au centre de la table, mais j'ai déjà précoupé son poulet, même chose pour le brocoli. Puis, vous commencez avec des petites quantités. Parce que si je peux aussi rassurer les parents, le repère au niveau des portions là, à offrir à un enfant, puis ça se peut que des fois, il va manger beaucoup plus que ça, puis des fois, il peut manger aussi peu que ça. Mais on parle de 1 cuillère à soupe par année d'âge, par groupe d'aliments. OK? Moi, là, je te vois les yeux qui font... Mon repère, là, c'est toujours la balle de golf, OK? Une balle de golf, c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Là, mettons qu'on prend un enfant de 2 ans, OK? Fait que l'enfant de 2 ans, là, exemple, je lui prépare une assiette, là, puis là, je prépare l'équivalent d'une balle de golf de poulet. À peu près une balle de golf de brocoli, une balle de golf de riz. Bon, les fraises, je le sais que ça, c'est une sécurité. Peut-être j'ai mis 2 balles de golf. J'en ai pas mis 10, là. Peut-être mis 2. Puis le petit yogourt, ben d'habituellement, les petits formats de yogourt qu'on achète à l'épicerie, là, c'est c'est un 2... les petits mini-go, maintenant, c'est un 2, puis peut-être 3 balles de golf. C'est la raison pour laquelle il sera pas toujours à volonté. Parce que ça se peut qu'après son petit yogourt, qui équivaut à 3 balles de golf, ben je disais, là, c'est comme l'équivalent d'une balle de golf par groupe d'aliments. Puis un repas, des fois, ça peut être comme 3-4 groupes, là. Mais il mangera pas nécessairement les 4 groupes. Peut-être qu'il va manger ses 4 balles de golf de fraises, mais son bedon, il est rempli. Puis il y a peut-être certains soirs, là, vous tombez sur son repas préféré, puis là, il va vous manger 10 balles de golf de spaghetti. C'est tout aussi normal. Mais ça peut être aussi normal que aussi peu que l'équivalent, des fois, de 2-3 balles de golf dans un repas. Fait que c'est sûr que si je mets toujours des grosses quantités dès le départ, premièrement, ça peut être intimidant pour l'enfant, ça peut lui couper beaucoup l'appétit, puis faites juste vous mettre à la place de votre enfant, là. Tu sais, moi, je vous reçois, je vous fais une assiette, puis là, tu vois l'assiette arriver, tu fais hey, « Oh, il y en a ben trop. » Puis là, non, c'est pas grave. Mange ce que tu veux, t'en laisseras. Moi, l'assiette est devant moi, puis je suis déjà découragée. Là, c'est moins bon ce que je mange aussi parce qu'il y en a trop. Je le sais que c'est un trop gros défi. Ça m'enlève le plaisir, puis ça m'a coupé l'appétit. Ben, c'est la même chose qui va arriver avec votre enfant. Mettez-en peu, puis au besoin, laissez-le se resservir. Puis comme je disais, il va comprendre. Je veux d'autres cantaloupes. Ah oui, il y en a d'autres. Mais là, après ça, ça se peut, le bol va être vide. Après ça, il n'y en a plus. Si jamais t'as encore faim, il reste ça. Puis s'il décide après ça que le repas est terminé, le repas est terminé. Mais là, c'est l'autonomie. Je parlais de la sécurité, mais là, c'est l'autonomie. Je le laisse déterminer ça. Puis au fil du temps, s'ils sont exposés à la variété, ils vont aller chercher ce qu'ils ont besoin. Comme je dis, là, il peut y avoir certaines particularités, puis là, on travaille ça des fois plus en consultation, mais tu sais, un enfant neurotypique, né à terme et en santé, il va, même si, comme je dis, il mange le poulet 1 fois sur 15. Puis c'est important de savoir aussi, même s'il mange juste son yogourt puis ses fruits, il a sûrement répondu, d'un point de vue macronutriments, là, d'un point de vue gras, glucides, protéines, il a exactement répondu aux besoins de son corps parce que les besoins en protéines, là, je le sais que les parents ont bien peur. Ils vont manquer de protéines. Je suis sûre qu'ils manquent pas assez de protéines. Ça, c'est la culture des diètes qui nous est rentrée dans la tête, là, puis on est rendu qu'il y a des protéines partout, puis on a l'impression que tout le monde manque de protéines. Mais s'il y a bien une tranche d'âge que je suis très peu inquiète, c'est les jeunes enfants. Parce que les jeunes enfants, là, ils ont besoin d'à peu près 10 à 20 grammes de protéines dans une journée. Ils ont mangé 2 ficellos dans la journée, puis c'est fait, les protéines, là. Le morceau de poulet, là, ils ont pris une bouchée de poulet, ils viennent de prendre 3 grammes de protéines. Ils mangent son fruit, il y a 2 grammes de protéines. Ils mangent ses pâtes blanches, ils viennent de manger 4-5 grammes de protéines. Des protéines, il y en a un petit peu partout et c'est zéro. Comme je disais, moi, c'est vraiment pas, encore une fois, je reviens, là, né à terme, neurotypique. Moi, ça m'inquiète pas. C'est pas ça. Les glucides, ils ont besoin de 8 à 10 fois plus de glucides qui ont besoin de protéines. Ils viennent d'où mes glucides? Mes fruits.
mes aliments beige, mes féculents, mon yogourt, le lait. Donc, comme je disais tantôt, là, puis il mange du yogourt avec des fruits, il a mangé des protéines, il a été chercher une plus grande proportion de glucides, il a été chercher des fibres aussi parce qu'il y avait son fruit, il a été chercher du gras dans son yogourt, il a été chercher du calcium, il a été... d'un point de vue nutritionnel, là, ils peuvent réussir à aller chercher sans voir, on cherche pas l'alimentation parfaite, là. Ils réussissent à aller chercher les nutriments si on leur donne la chance de les exposer à cette variété-là. Puis c'est pour ça que c'est le parent qui planifie. Il n'y aura pas 8 yogourts par jour. J'en ai peut-être prévu 2 fois dans la journée, puis j'ai prévu le fromage, puis j'ai prévu... Donc, c'est pour ça que c'est vous qui avez le lead à ce niveau-là, parce que, comme je disais tantôt, s'il est exposé uniquement toujours aux mêmes aliments, c'est là qu'à un moment donné, il y a des carences qui peuvent s'installer. Mais une carence, ça prend du temps quand même là, à s'installer. C'est pas parce que pendant une semaine, tout d'un coup, il boude un groupe qu'on va s'inquiéter. Là. Des fois, ça finit par... c'est aussi très normal, les développementales, ça finit par revenir. Puis une dernière chose, là, fruits et légumes, c'est le même groupe nutritionnel. C'est les mêmes nutriments, c'est des fibres, les mêmes vitamines, les mêmes minéraux. J'ai beaucoup de parents aussi. « Ah, mais là, il mange juste des fruits, il mange pas ses légumes. » Ben, c'est bien, il a réussi à apprendre à manger des fruits. C'est normal que pour les légumes, ça va prendre plus de temps. Continuez de les présenter. Il n'y a pas de carence particulière parce qu'il ne mangera pas ses légumes. Au contraire, les fruits lui apportent plus d'énergie. C'est pour ça que naturellement, biologiquement, il est plus porté à aller vers les fruits que d'aller justement vers les légumes parce que ça répond mieux à ses besoins, puis aussi parce que son cerveau est moins méfiant avec ce goût-là, avec des fois même la texture de ces aliments-là. Hey, c'était un bon 10 minutes, ça, solide. Tu as répondu à plein de questions. Puis entre autres, justement, la question de se laisser mourir de faim, c'est une question de l'auditoire. J'avais écrit dans mes stories Instagram, je rencontre avis aux parents, je rencontre une nutritionniste pédiatrique si vous avez des questions. J'ai un autre. Chaque là, on a une petite section un peu de questions des auditeurs. Oui. La néophobie, je pense que c'est la grande sensibilité. La peur des aliments. Ouais. La peur des aliments. Oui, c'est une peur. C'est une phase normale dans le développement du cerveau de l'enfant. Particulièrement, elle commence à apparaître dans le 18-24 mois. Et on a comme un pic, là, mais tu sais, autour du 2-3 ans. Mais elle est normale jusqu'à 6 ans. Les statistiques, là, c'est que 77% des enfants entre l'âge de 2 à 6 ans vont traverser des phases de diverses intensités de néophobie alimentaire. L'hypothèse derrière ça, c'est ce qui nous a fait évoluer comme être humain. Qu'est-ce qui arrive avec un enfant de 18-24 mois, là, si je reviens du temps de la préhistoire ou des hommes de caverne? Les enfants sont plus mobiles, ils commencent à être plus explorateurs. Bon, ben, ceux qui ont évolué puis qui ont fait que c'est notre espèce humaine qui est là encore aujourd'hui, ben, c'est pas ceux qui se sont mis le poison dans la bouche. Donc, les textures qui sont plus, pas les textures, mais les goûts qui sont plus amers sont souvent reliés à un plus haut degré de néophobie, la couleur verte. Tu sais, les légumes verts, justement, tout le petit... Puis là, c'est qu'ils deviennent, là, le cerveau, comme je disais, là, puis c'est une émotion, c'est une peur. Je l'ai dit plus tôt, hein. Le cerveau de l'enfant n'a pas encore la capacité de réguler ses émotions. Donc, lui, il arrive au repas, là, puis là, maintenant, c'est plus juste « j'en veux pas, moi, du brocoli » ou « je voulais pas que tu mettes le brocoli dans mon assiette ». Là, il voit ça, là, puis là, son cerveau fait comme « oui, 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 danger, 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 tu sais, mange pas ça ». C'est un peu comme dans le film C'est dégoût, je pense, qui est vert dans le film de Disney, là. Inside Out. Ouais, c'est ça, exactement. Je l'ai pas pensé, malheureusement. C'est ça. C'est exactement, c'est dégoût, c'est la néophobie qui est dans son cerveau. Puis pour la surmonter, cette néophobie-là, c'est que c'est une période d'être patient, puis en tant que parent, j'imagine, depuis le début, on n'a pas de le dire, de s'adapter à la situation. Puis c'est une peur. Donc, encore une fois, c'est pas un caprice que l'enfant fait. Et c'est encore pas une rationnel. fois, non, c'est ça, c'est zéro rationnel. Même, là, tu sais, arrête de... Puis c'est pour ça qu'ils deviennent aussi, comme je disais, là, ils voient tout. Essayez pas de cacher du stock, ils vont tout voir. Leurs yeux sont faits justement pour... fait que souvent, moi, je vais dire, hey, au lieu, là, je vais couper ça tellement petit, il verra rien. Non, c'est pas vrai, il va tout voir. Il voit tout. Laissez des plus gros morceaux, comme ça, il va être capable de les enlever au besoin. C'est beaucoup moins épeurant. Donc, la meilleure réaction à ça, c'est qu'on valide l'émotion, comme je disais, là. Puis, encore une fois, ce que la littérature nous démontre, premièrement, la lecture.
Donc, de regarder justement des livres imagés, particulièrement avec les fruits puis les légumes, avec d'autres aliments, ça peut marcher aussi. Ça permettrait de réduire un petit peu. Et quand ça, c'est couplé avec le fait de pouvoir toucher, sentir, jouer avec les aliments, je reviens avec ce que je disais en dehors de l'heure des repas. Ça aussi, ça permet tranquillement de diminuer le degré de néophobie. Puis encore une fois, si je laisse le temps à son cerveau d'évoluer, là, vous allez voir à partir de 6-7 ans, ça va pas disparaître nécessairement. Là, il y a une sélectivité qui peut continuer à être là, mais tranquillement, la peur, donc la néophobie s'atténue. Une autre question d'un auditeur. Comment faire un lunch équilibré pour un enfant? Ah, ben là, je l'ai dit tantôt un petit peu, hein. C'est le guide alimentaire. Guide alimentaire, là, je vous dis les grands groupes, OK? Fait que là, on a les fruits, les légumes, on a les aliments protéinés, puis on a les aliments grains entiers. Ça, c'est comme nos 3 grands groupes. Un lunch équilibré, là, j'ai 1 à 2 aliments dans chacun des groupes. Fait que tu sais, j'ai un fruit, j'ai un légume, je peux avoir 1 ou 2 aliments protéinés, je peux avoir 1 ou 2 aliments, à grains entiers. Puis pensez l'aspect sensoriel aussi. J'ai-tu du sucré, du salé, du craquant, quelque chose que je peux manger qui est plus... Si vos enfants aiment ça, si vous savez que vos enfants, tout ce qui est liquide, ce soit un yogourt, de la compote, ils n'aiment pas ça, on n'en met pas, là. Mais je veux dire, oui, l'aspect nutritionnel, mais après ça, comme je disais, OK, oui, il y a du craquant, il y a du froid, il y a du chaud, il y a... Tu sais, de varier aussi les sens. Les couleurs peuvent être variées aussi, ou des fois, on peut faire un lunch thématique, tout est orange. Fait que là, on choisit un fruit puis un légume orange, on choisit un craquelin qui est orange, on choisit... donc, ça n'a même pas besoin d'être quelque chose de cuisiné, juste d'apprendre à aller piger, justement, dans chacun de ces lunchs-là, de ces groupes-là, en fait, ben on peut se bâtir un lunch super bien équilibré, puis l'enfant va aller chercher tout ce qu'il a de besoin de cette façon-là. Puis la collation, ben, tu sais, mettons un repas, 5-6 aliments différents. Une collation, ça peut être 2-3 aliments différents, toujours basés sur les groupes que je viens de vous dire. Fait que soit un fruit, un légume, un aliment protéiné, un aliment grain entier. Puis après ça, l'enfant va venir piger. Il mangera peut-être pas toujours tout ce que j'ai mis, mais en faisant ça, encore une fois, vous mettez la variété, puis beaucoup plus de chances qu'il mange plus de variété si je l'expose puis je lui donne la chance de les choisir. Je pense que c'est pas mal un message qu'on peut retenir de cet épisode-là. Là. Il reste encore une couple de questions, là, mais ouais. La variété alimentaire, je pense que c'est le message à retenir, de présenter plein d'aliments différents. Que vous mangez vous-même. Oui. Oui. Puis que vous mangez, parce que ça, c'est un point qui est super important. Si vous vous mettez, comme je disais, à acheter plein d'affaires parce qu'il faut que je l'expose. Mais moi, je mange pas ça, des cerises de terre, mais je vais l'exposer. Ben, c'est parce que s'il les mange pas, vous risquez de mettre une pression sans nécessairement vous en... Puis moi-même, je le faisais. Puis encore des fois, hey, les filles, je vous ai acheté des kiwis. Je mange pas ça, moi, des kiwis. Je mange d'autres fruits, mais je mange pas de kiwis. Fait que là, hey, les filles, il y a des kiwis. Je veux pas les perdre, là. Fait que là, je fais des rappels, mais là, je suis plus insistante. Là, je m'en vais vers... Tu sais, ce qu'on veut, c'est que ça vienne d'eux. Puis vous allez voir, il y a des tempéraments d'enfants, là, que même, hey, il y a des kiwis, il touchera pas parce qu'il veut tellement que je les mange que, tu sais, il sent qu'il veut que je les mange. Fait que, encore une fois, selon le tempérament, fait que assurez-vous que vous présentez les aliments que, comme ça, si jamais il ne les mange pas, c'est pas grave. Je fais un nouveau muffin. Hey, je me suis préparé une nouvelle recette de muffin. T'as-tu envie d'y goûter? Mais sinon, moi, je le mange. Vous allez voir, là. Dès que l'enfant, là, c'est pour nous, là, oh non, ça, c'est les muffins à maman. Vous allez voir, tout d'un coup, vous venez de créer un petit, mais moi aussi, j'en veux. Même si j'avais dit que c'était ses muffins à lui, il aurait dit non, j'en veux pas. Fait que la façon de le présenter, mais faut que vous, pour éviter, parce que si vous, comme je disais, là, oui, la variété, mais pas d'over-variété non plus, dans le sens que c'est déjà des choses que je vais manger si jamais il n'est pas encore prêt à le découvrir. Parfait. J'ai une dernière question d'un auditeur. Je vais la lire parce que c'est une question quand même crunchy. Ouais. Je vais m'assurer que je la pose correctement. Je pense que je sais c'est laquelle. Ouais. Ça serait quoi l'approche à favoriser pour parler du surpoids avec un enfant touché par le surpoids, bien évidemment, sans tomber dans la culpabilité ou affecter l'image corporelle de l'enfant? Oui. C'est une grosse question, puis je vais essayer en effet que pour pas qu'on rajoute un 20 minutes, là, je vais essayer de faire ça le plus concis possible. On a fait un chapitre complet dans notre livre jaune sur justement comment accompagner notre enfant dans le développement d'une relation saine avec les aliments, mais d'une relation saine avec le corps aussi. Donc là, c'est très important parce qu'on est dans une société qui a beaucoup de grossophobie, on a plusieurs préjugés, il y a beaucoup de stigmatisation à l'égard du poids, puis on se le cachera pas aussi, là, l'enfant qui vit dans un corps gros est beaucoup plus à risque de vivre de l'intimidation, de la stigmatisation. À l'école, c'est encore souvent la source numéro 1
l'apparence physique là, d'intimidation à l'école. Donc, nous, ce qu'on veut là, dès le plus jeune âge, là, premièrement, c'est mettre l'emphase sur l'être plutôt que le paraître. Tout ce que mon corps me permet de faire, on peut se faire des câlins, il te permet de faire tes cours de gymnastique, il te permet d'aller jouer au tennis, il te permet mon corps, il me permet de te prendre sur mes épaules quand toi, tu n'es plus capable de marcher. Donc ça, c'est un discours qu'on va justement tenter d'avoir avec l'enfant. Après ça, c'est sûr qu'on veut éviter tous les commentaires justement en lien avec l'apparence physique d'une personne. On va essayer d'être un modèle, là. Fait qu'envers nous, on essaie d'être doux. Des fois, il y a peut-être des choses, mais on essaie que ça reste dans notre tête. Des fois, ça va sortir, puis on se pardonne, mais on essaie tranquillement. On essaie d'éviter aussi les commentaires. Tu sais, des fois, on écoute la télévision, là. Ben voyons, c'est quoi ces cheveux-là? Voyons, comment elle est habillée? Encore une fois, là, même c'est pas dirigé à mon enfant, là, sauf que ça envoie un signal. L'enfant qui entend ça à répétition, il peut justement internaliser le fait que c'est important ce que j'ai l'air. Je vais être une bonne personne. Donc, tous les commentaires sur l'apparence physique, on les évite le plus possible. On va parler des autres, des gens qu'on aime autour de nous, des gens, que ce soit un collègue de travail, un ami, par leur qualité. Et non pas justement par « Oh, je l'aime donc bien parce qu'elle s'habille bien, cette amie-là, puis elle a donc bien des beaux cheveux, c'est pour ça que je l'aime, cette amie-là. » Fait qu'on veut parler justement des qualités, puis on va venir aussi, pas récompenser, mais souligner les bons coups de notre enfant. Je vais souligner son être plutôt que son paraître. Puis là, ça veut pas dire que j'ai pas le droit de dire à ma fille ou à mon garçon qu'ils sont beaux, là. J'ai le droit. Mais je veux pas juste leur envoyer des commentaires positifs qui sont juste en lien avec l'apparence physique. Mais je souligne jamais quand il a fait un effort pour telle ou telle activité ou justement cette qualité-là quand il vient m'aider. Fait que de venir aussi, vous allez lui permettre de se construire une estime de soi diversifiée. Dans le livre, puis on compare, nous, la construction de l'estime de soi, parce que ça se construit pendant l'enfance, pendant l'adolescence, ou même à l'âge adulte, comme un mur de briques. Vas-y. C'est quoi le titre de ton livre jaune? Parce que ça fait 2-3 fois que tu dis le livre jaune, mais... C'est fini le stress à table, nourrir mon enfant de 2 à 6 ans dans le plaisir et la bienveillance. Je pourrais t'envoyer les liens, là, tu pourras le mettre en référence, là, mais c'est ça, on a pour que le monde à l'audition puisse savoir c'est quoi le nom du livre. Oui, c'est vrai, en effet, parce que je parle toujours de... Mais il est jaune, fait qu'à la librairie, vous allez le retrouver, c'est le livre jaune. Là, je parlais du... qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça, le mur de briques. L'estime de soi, là, elle va se construire, OK? Puis c'est comme un mur de briques. Puis là, ben, les qualités de votre enfant, c'est une brique. Ses qualités dans tel ou tel sport ou dans telle ou telle activité, ses passions, tout ça, là, ça construit le mur de briques. Puis au travers de ça, il y a 1 ou 2 briques, là, que, elle est belle quand elle met, ou il est beau quand il met ça, ou il a donc ben des beaux yeux. C'est correct, OK? Si jamais une journée qui sent moins bien votre enfant, j'ai une brique là, qui s'enlève. Là, qu'il s'est regardé dans le miroir aujourd'hui ou il y a peut-être... C'est beaucoup moins fragile. Le mur va pas s'écrouler que si toutes les briques de son estime de soi, c'est relié à son apparence. Et c'est pour ça, justement, que on veut développer ça pendant l'enfance, pendant l'adolescence, de diversifier les sources d'estime de soi parce que c'est ce qui va faire que tranquillement, les commentaires par rapport à l'apparence vont avoir moins d'impact sur la santé mentale, sur l'état de bien-être de l'enfant quand toute sa valeur repose sur son apparence physique et sur de quoi justement son cœur peut avoir l'air. Valoriser, normaliser la diversité corporelle, là aussi, on n'est pas fait pour être toutes pareilles, on a tous des corps différents puis ça ne dit absolument rien. Je peux pas te dire la santé ou je peux pas te dire qu'elle est plus gentille ou elle est moins gentille en regardant le format de son corps. Donc ça aussi, d'avoir un discours, d'avoir des livres, d'écouter des émissions de télévision qu'on voit là, qu'il y a différents types de corps, qu'il y a différents grosseurs de corps. Si jamais il y a des préoccupations, si votre enfant justement vient là, vous dire qu'il a reçu, on va valider premièrement, c'est vrai que c'est pas le fun de sentir que notre corps, il est pas correct, mais on va venir lui rappeler encore une fois que sa valeur n'a rien à voir avec son format corporel. Il n'y a pas à changer son corps. Si votre enfant reçoit des commentaires, je veux pas qu'il internalise le fait que c'est son corps le problème. C'est pas toi. C'est le comportement qui est un problème. Ça, c'est inacceptable. Et dès que l'enfant vient voir un adulte, pas nécessairement de répondre, là, mais on en parle avec un adulte. Je veux pas qu'il reste avec ça à l'intérieur d'eux parce que c'est là, justement, que ça peut faire des gros dommages.
On parle pas des aliments en lien avec la prise ou la perte de poids non plus. On essaie d'avoir une approche neutre. On va valoriser le mouvement dans le plaisir, comme on a parlé un petit peu plus tôt. Je bouge pas pour contrôler le format de mon corps. Je bouge parce que ça me fait du bien. Je bouge parce que je vais être plus patiente avec vous pour faire vos devoirs tantôt. Tu sais, ça se peut, ça fait que je me sens mieux dans ma tête, ça se peut que je me sens mieux. C'est ça qu'on va venir justement donner à l'enfant. Fait que c'est un environnement, mais il faut aussi qu'on soit un modèle. Il faut des fois notre propre relation avec notre corps, avec les aliments peut être, on sera pas parfait, mais ça se peut qu'on va la travailler en même temps un petit peu que on veut accompagner nos enfants là-dedans. Puis si vous vous sentez un petit peu désemparé, il y a je veux dire que ce soit nutritionniste et ou psychoéducatrice aussi, psychologues qui vont travailler aussi, qui peuvent vous accompagner là, pour accompagner vos enfants dans tout ça. Là. C'est un beau melting pot. Oui, j'avais ma liste de ce qu'il y avait, je voulais être sûre que j'en oubliais. Puis éviter surtout, là, je vais juste en finir avec une, mais éviter la restriction. Tu sais, justement, là, des fois, ça va être, tu sais, on voit, là, l'enfant est pas bien, il va revenir de l'école, il a OK, je vais t'aider, là, tu sais, on va aller marcher ensemble après l'école, ou là, tu sais, je vais arrêter d'acheter des biscuits. Ben, c'est parce que là, ce que vous envoyez, premièrement, c'est qu'on a un contrôle sur le format de notre corps. Maintenant, je pense que la science est assez claire sur le fait qu'on contrôle pas vraiment le format de notre corps. Je contrôle mes habitudes de vie. Ben, je contrôle encore, là. Mais, tu sais, je peux avoir mais c'est pas parce que je mange des biscuits que je suis nécessairement dans un corps plus gros, puis c'est pas parce que j'en mange pas que je vais être dans un corps plus mince, puis d'éviter justement, puis je comprends que ça pourrait être notre réponse, je vais l'aider, je vais l'accompagner, on va le faire ensemble, mais c'est vraiment pas l'approche parce que ça envoie le signal que je peux contrôler mon corps, puis au final, comme je disais, ils sont pas supposés de perdre du poids, les enfants. Ils sont en croissance. Fait qu'ils sont pas supposés là, d'avoir ce contrôle-là. Moi, je répète souvent, là, ton corps, il sait où ce qui s'en va. Ta job à toi, c'est d'apprendre à écouter ce qu'il te dit. Donc, quand il dit qu'il est fatigué, on se couche. Quand il dit qu'il a besoin de bouger, je vais t'accompagner parce que c'est pas tout le temps clair. Même moi, comme adulte, des fois, je le comprends pas tout le temps. Il va te dire quand il a faim, il va te dire quand il a plus faim, il va te dire quand il a besoin de parler avec il va t'envoyer plein de signaux. On va essayer de reconnaître ce qu'il te dit. Puis si on fait ça, ben ton corps, il va être capable justement d'aller, de grandir puis de grossir comme il est supposé, mais on peut pas contrôler cet aspect-là, encore pas chez l'adulte puis encore moins chez l'enfant. Puis j'imagine chez l'enfant, là, j'arrivais comme dans ma dernière section, des questions un petit peu plus rapides, des bonnes pratiques, puis des derniers petits conseils pour les parents. Ben, j'imagine que l'appétit d'un enfant n'est pas en croissance linéaire constante. J'imagine qu'il doit avoir des pics. Ça se peut qu'une semaine, il mange beaucoup, puis une semaine d'après, il mange un peu moins. La première année de vie, c'est très constant. Le rythme de croissance, la première année de vie, c'est extrêmement rapide. Souvent, les bébés vont tripler leur poids entre le 0 et le 12 mois, mais ils quadruplent leur poids à 2 ans. Donc, ça nous montre à quel point, à partir de 12 mois, il y a un ralentissement dans le rythme de croissance. Ils vont continuer de grandir puis de grossir. C'est beaucoup plus slow. Puis la prochaine fois qu'ils vont rembarquer dans le rythme élevé, là, c'est quand ils vont arriver à la puberté. Chez les petites filles, des fois, ça peut arriver aussitôt que 7-8 ans qu'on commence à voir qu'au niveau des besoins, tu sais, l'appétit peut commencer à augmenter. On voit le changement corporel, des fois, arriver un petit peu plus rapidement aussi. Fait que ça, des fois, ça peut nous donner des petits indices que, je pense que la puberté s'en vient. Puis chez les garçons, c'est un petit peu plus tard, mais c'est la prochaine fois que ça va aller vite. Mais entre-temps, oui. Puis moi, je compare toujours l'appétit des enfants à des montagnes russes. Vous savez jamais, je suis en train de monter la montagne russe ou on est en train de la descendre. Puis votre enfant, c'est pas clair, lui non plus, ce qui se passe dans son corps. C'est pour ça que à toutes les 2-3 heures, j'offre une occasion de manger. Si je suis en train de monter, ben il va avoir une occasion. Il y a différents choix. Fait qu'il va pouvoir se nourrir selon ses besoins. Mais c'est tout à fait normal ce que tu as dit, qu'on va avoir une semaine, tabarouette, ça rentre. Après ça, il peut être 3 semaines, il picosse à chaque fois, il mange. Puis après, tout d'un coup, oups, on va retrouver. Et c'est très, très, très aléatoire comparé, comme je disais, à la première année de vie où là, on a des spots un petit peu plus précis, où on le sait qu'on est dans des poussées de croissance. Là. C'est beaucoup plus aléatoire après ça chez les jeunes enfants. Il y en a une, mais je peux la garder pour la fin parce qu'il m'en reste deux. Proposition de collation, tu l'abordais un peu. Là, je vais vraiment aller un petit peu plus spécifique pour avoir un conseil pratico-pratique. Est-ce qu'on pose la question, tu veux quoi comme collation? Ou on dit, voici 3 choix? Ben, vous pouvez essayer, tu veux quoi comme collation, mais vous risquez peut-être que ça va être un peu long. Puis surtout, tu sais, souvent on dit que la phase du 2 ans, c'est la phase du non.
Puis l'enfant, dans le fond, ce qu'il veut, c'est prendre des décisions. Fait que ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va, tu veux-tu une pomme? Non. Tu veux-tu un orange? Non. Tu veux-tu un muffin? Non. Puis là, mais il sait pas ce qu'il veut. Ben, c'est ça. Il sait pas ce qu'il veut. Moi, Donc, moi 2 ans. Puis encore une fois, comme je disais, là, pour le côté un peu zénitude, puis de se dire, ben moi, j'ai planifié, puis ce matin, ça va être ça, avec ça, puis avec ça. Exemple, là, comme je dis, je vais couper des morceaux d'orange, j'ai mis des petites céréales secs, puis j'ai coupé des petits morceaux de fromage. C'est ça la collation ce matin. Je le sais qu'au pire, peut-être qu'il va manger juste les céréales, peut-être qu'il va manger juste une des 3 affaires, ça me dérange pas. J'ai mis 3 choses, puis je le sais qu'il y en a une là-dedans qu'il connaît bien, puis comme je dis, au pire, il va manger que ça. Puis si jamais je tombe à un moment que je suis en train de monter dans ma montagne russe, donc il y a plus faim, le fait aussi d'avoir les 3 groupes va permettre une collation qui va le soutenir beaucoup plus longtemps versus si je mets juste des oranges ou si je mets juste un aliment, ben là, des fois, c'est plus difficile pour lui de répondre adéquatement à son besoin parce qu'il n'y a peut-être pas justement suffisamment de variété. Fait que moi, je dirais que je vais vous conseiller fortement, surtout s'ils sont petits, de déjà prévoir à l'avance. Puis là, après ça, une fois que c'est présenté devant lui, je le laisse déterminer ce qu'il mange. Puis un petit peu comme on a parlé des repas plus tôt, ça se peut que le fromage, ben j'en ai mis une quantité, puis j'en ai coupé un petit peu plus. Fait que si jamais il en veut d'autres, j'y en remettrai. Mais une fois que la quantité que j'avais comme préétablie est finie, là, c'est fini. Puis après ça, ben là, le fromage, il n'y en a plus pour la collation. Si c'est encore faim, il reste les oranges, puis il reste les céréales. Fait que c'est un peu la même chose. Puis sortez aussi de ça, c'est un aliment repas, puis ça, c'est un aliment collation. Rien ne vous empêche de resservir des fois un morceau de poulet avec ces aliments en collation. Tu sais, j'ai un restant de ma brochette d'hier. Au lieu d'avoir jeté les 2 cubes qui restaient, bon, ben tiens, puis des fois, je vais peut-être le présenter froid au lieu de le présenter chaud. Tu sais, puis je l'ai mis là, sans attendre, mais je l'ai mis là avec les autres aliments. Des fois, les enfants sont dans un autre mood, c'est une autre attitude, c'est un autre... Puis, ben, Colin, finalement, peut-être qu'il n'a pas touché. Mais comme je disais, je l'ai mis là. Des fois que, tu sais, au lieu de l'avoir mis au compost, je le garde, puis des fois, je viens le mettre avec d'autres choses autour. Puis, des fois, ça peut nous faire des belles surprises. Puis, finalement, l'enfant l'a peut-être essayé parce qu'il a été présenté dans un autre contexte. C'est une très bonne idée. Je n'avais pas pensé comme au restant de repas pour collation. Oui. Tu sais, des œufs, on n'est pas obligé de juste les manger le matin. Ben non, exactement, là, tu sais, puis comme je dis souvent, là, des fois, il en reste, puis là, on est comme, bon, tu sais, mais pour l'enfant, là, qui a pas un gros appétit, il me reste 2 bouchées de pâtes, ben, je vais garder, puis garde, je mettrai tantôt dans la collation. Ben, là, il va être content, là, tu sais, puis comme je dis, des fois, là, peut-être qu'il chialera pas parce qu'il y avait la sauce mélangée avec, là. Il va là, tu sais, on sort du contexte repas, puis comme je dis, l'attitude peut être complètement différente, puis nous, on sort aussi de, ça, c'est repas, ça, c'est collation. Non, c'est une occasion de se nourrir, puis tous les aliments peuvent être offerts à différents moments. La dernière question que j'avais gardée pour la fin, le dernier truc pratico-pratique. Faut-tu laisser son enfant jouer avec sa nourriture puis se salir ou non? Oui, c'est vrai. Oui, particulièrement, encore une fois, jusqu'à 6-7 ans, parce que l'enfant, là, tu sais, moi, ce que je vois, c'est mon enfant qui joue avec sa nourriture. Ben, votre enfant, ce qu'il fait, là, c'est que présentement, il est en train de récolter de l'information sensorielle pour préparer sa bouche, particulièrement les plus petits, là, même à 18, 2 ans, 3 ans, parce que est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est mou, est-ce que c'est dur, est-ce que je vais être capable de le manger, est-ce que... Puis, en même temps, ça envoie de l'information au cerveau aussi. Même si ça ne s'est pas rendu à sa bouche, ça prépare la bouche tranquillement. La découverte alimentaire, là, la première marche, c'est l'enfant est capable de tolérer l'aliment. Tolérer, ça se peut qu'il le tolère dans son assiette, ça se peut qu'il le tolère devant lui. Après ça, je veux qu'il interagisse. Là, interagir, comme je disais, des fois, c'est « Ah, il l'a pris, il sert lui-même, puis il le met dans son assiette. Il a touché. Peut-être qu'il va l'amener, il va le sentir. Peut-être qu'il va juste le licher. Avant vraiment que ça se rentre dans sa bouche, il va apprendre. Donc, il faut un peu sortir de « il joue, il fait pas juste jouer ». Puis là, on s'entend, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand on voit qu'il est rendu, justement, il fait juste tout écraser, il pitche tout à terre. Ouais, c'est ça. Là, vous pouvez enlever les aliments, là. Puis, si vous savez que, bon, quand il mange du yogourt, ça finit toujours dans ses cheveux, ça se peut que le yogourt, je le garde pour le soir parce que le soir, on s'en va donner le bain, puis je donne pas de yogourt dans la journée parce que là, on a un rendez-vous chez le médecin, puis j'ai pas le temps d'aller redonner un bain. Fait que notre offre d'aliments aussi, là, fait partie de ça. Mais, tu sais, de souhaiter qu'un enfant demeure propre pendant un repas, c'est un peu comme un enfant qui apprend à dessiner puis que je m'attends à ce que dès la première fois, il dépasse pas les lignes. Ça fait partie, là. À un moment donné, il va... Puis moi, j'ai des amis adultes qui salissent encore. Tu sais, c'est immanquable, ils mangent, puis ici, ils finissent toujours tout sales. Une chemise blanche, t'as sali. Exactement. Puis éviter aussi, là, surtout chez les petits bébés, là, des fois, c'est nous que ça fatigue, là, mais éviter de les nettoyer pendant qu'ils mangent parce que c'est très... C'est agressant sensoriellement pour eux. Puis là, encore une fois, d'un point de vue développement du cerveau,
la régulation sensorielle, pour eux, tous les sens, tout un peu plus fort. Ben, je dis plus fort, mais le cerveau n'est pas encore capable de tout canaliser tout ça, de tout réguler tout ça. Si ça les dérange pas, là, je veux dire, puis c'est comme ça que tranquillement, le corps va apprendre à réguler, à tolérer justement qu'il y a un petit peu de... fait qu'on veut éviter, comme je dis, là, qu'ils peuvent pas rester propres. Ça fait partie, comme je disais, de la découverte. Mais encore là, ils n'ont même pas des grosses quantités d'aliments. Puis comme je disais, quand je vois que là, il est rendu à plus pitcher tout, puis à redécorer la cuisine, on peut enlever les aliments aussi. Mais voyez-le, il n'est pas en train de jouer, il est en train de découvrir et il va avoir besoin de ses doigts jusqu'à 6-7 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de manger avec leurs ustensiles. Souvent, ils vont être... En fait, la grande majorité, ils sont capables, mais des fois, on va voir qu'ils vont déposer la fourchette, puis là, il va être capable de manger son poulet avec ses doigts. Ben, si c'est comme ça, puis qu'il arrive à se nourrir, je peux rappeler, t'as une fourchette, surtout quand ils sont un petit peu plus vieux. T'as une fourchette. Le riz, on mange avec la fourchette, mais je ne vais pas, comme je disais, tomber dans une conséquence ou dans une approche très rigide s'il y a besoin ou elle a encore besoin de ses mains parce que comme ça, elle est capable de se nourrir. Il y a des cultures qui mangent toujours encore avec leurs mains, puis c'est pas parce qu'ils sont mal élevés ou parce qu'il y a quoi que ce soit. Là, ça fait partie de ça, puis c'est pas mauvais non plus que l'enfant, mais il découvre. Il est vraiment pas juste en train de jouer, il est en train de découvrir et de préparer son cerveau, sa bouche là, pour ce qui s'en vient. Wow. J'ai une question que je pose à toutes mes invités. Oui. Ça veut dire quoi pour toi être en santé? Ouf, mon Dieu, c'est gros hein, comme question. Ben c'est se sentir bien dans sa tête, se sentir bien dans son corps aussi. C'est un état global pour moi. Là, je vais peut-être le décaler avec un petit peu, là, des fois, ça veut dire quoi bien manger? Pour moi, bien manger, c'est être capable de répondre à ses besoins. Être capable de distinguer c'est quoi le besoin là, puis de quoi est-ce que mon corps aurait, d'un point de vue alimentaire, de quoi qu'il aurait le plus de besoin. Puis, comme je dis, la santé, pour moi, si c'est global, c'est un état d'un bien-être. C'est pas juste l'absence de maladie, c'est aussi se sentir bien, puis pas oublier l'aspect mental. Alimentation, c'est hyper important. Mais si le fait de bien manger se fait au détriment de la santé mentale du parent, c'est pas bon ni pour la santé du parent ni pour la santé de l'enfant parce que, je veux dire, ça va se transmettre. Là. Fait que il faut toujours aussi... c'est un concept qui est très global. Tu vois, j'ai de la misère à le définir un petit peu, mais pour moi, c'est ça. C'est se sentir bien dans sa tête, dans son cœur, dans son corps, puis être capable de répondre à ses besoins, de reconnaître puis de répondre du mieux qu'on peut à nos besoins. S'il y a des auditeurs et auditrices qui veulent te suivre, Mélissa, sur les médias sociaux, c'est quoi la meilleure façon de te retrouver? Sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, c'est JM Love Nutrition, donc JM Love Nutrition. Je fais aussi partie des nutritionnistes en pédiatrie, donc elle aussi, là, sur les réseaux sociaux, on a une grosse communauté, puis souvent Cosette et moi, là, on partage les mêmes choses, comme justement la publication de William, c'est le William à Cosette. Je fais de la consultation privée en virtuel, donc peu importe où vous êtes au Québec, il faut que vous habitiez au Québec par contre, là, pour tout ce qui est justement enjeux alimentaires. Moi, je le dis souvent, là, c'est une rencontre, c'est beaucoup pour rassurer les parents. Souvent, ça finit, puis les parents me disent « ça m'a fait du bien », ça m'a rassuré. Fait que, tu sais, des fois, on a l'impression qu'il faut attendre que le problème arrive avant de consulter. Mais nous, c'est avec vous qu'on fait les consultations. Je vois pas d'enfants, moi, en consultation. Je travaille avec le parent pour vous outiller. On les voit des fois quand ils sont un peu plus vieux. Un enfant de 12 mois. Mais non, les jeunes enfants, non, c'est ça. C'est le parent qu'on accompagne beaucoup pour les rassurer. T'sais, moi, j'évalue, je vois s'il y a des petites choses. Je peux vous donner mon cul aussi. Je donne des conférences DME, justement, là, en fait, introduction des aliments, là, peu importe que ce soit la DME ou purée, sur la Rive-Sud de Montréal, dans différentes succursales de Bougettes et Placotine. On a notre balado qu'on veut... on a des épisodes, dans le fond, on l'avait commencé en 2021, qui s'appelle « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. On a plusieurs épisodes. Là, on avait plus qu'une... 60, je pense. Mais on veut reprendre. Ça fait partie de nos projets là qu'on veut, mais on a d'autres projets aussi dont on peut pas encore parler qui s'en viennent. Puis on a nos 2 livres, justement. Le premier pour le 0-2 ans, qui est les petits mangeurs intuitifs. Puis le 2 à 6 ans, qui est Fini le stress à table, que vous pouvez retrouver partout là, dans les librairies, Walmart et pharmacies. Là. Ils se retrouvent assez facilement. Ben, gros merci, Mélissa.
Ben, merci à toi. Et à tout le monde, je vous souhaite, l'épisode sort à 5 heures le jeudi. Donc, si vous l'écoutez tout de suite à la sortie, je vous souhaite un très bon souper. Juste à On temps parle pour de le 5 à nutrition. 7. Ou juste à temps pour le 5 à 7. Des fois, ça Avec arrive. les parents, le 5 à 7, c'est plus la même 5 à 7 qu'on avait quand on était jeunes. C'est un 3 à 5, hein? Là, il n'y a plus de 3 à 5. Le 5 à 7 est juste complètement... c'est ça, c'est plus les mêmes festivités, là. C'est souvent la période où les petits défis avec les enfants sont beaucoup plus présents. Certainement. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt!